Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahmane. Les amis, bonsoir et bienvenue dans cette énième édition de Salade tomate oignon. Alors, je me rappelle jamais de la combienième on est, je sais même pas. Je sais pas. En tout cas, ça doit être la cinquième. C'est ma cinquième, je crois. C'est ta cinquième, toi ? Ah, voilà. Donc si c'est sa cinquième, c'est qu'on doit être au moins à 10. On va commencer avec la présentation des invités. Donc ce soir, on va parler de l'argent, de votre argent, de l'argent des contribuables. Et on va se poser la question, est-ce que argent et politique font bon ménage ? Alors, sur ma gauche, vous avez Raphaël Knouch qui fait membre de... Alors, je vous laisse vous présenter, Raphaël, pour pas dire de bêtises. Vous faites partie de la France Insoumise. Mais qu'est-ce que vous faites exactement au cœur de ce parti ? Eh bien, d'abord, c'est un mouvement. Donc, il n'y a pas de carte à la France Insoumise. Donc, je suis membre de la France Insoumise et membre de son espace politique, donc, y compris de ses militants à Paris, Okay. Dans le 13e arrondissement. Dans le 13e arrondissement, ouais. Alors il faudra bien parler dans le micro. Ça marche. Sur votre gauche, Christophe Selzer. Alors vous, c'est Génération Libre. Oui. C'est un think tank. Oui. Même quand on sait parler anglais, c'est pas facile à dire, ce think tank. Et du coup, d'ailleurs, en français, on le prononce mal et on dit think tank de façon un peu Ok, d'accord. Alors rapidement, pour nous présenter qu'est-ce que Génération Libre ? Alors, il n'y a pas de carte non plus. On n'est pas un parti politique, même si on accepte tous les donateurs et tous ceux qui veulent nous soutenir. On est un laboratoire d'idées. Donc, en fait, on travaille sur des propositions de réforme politique, qu'on appelle des propositions de politique publique. Et on se bat pour les libertés, toutes les libertés. Donc pour donner un petit panorama rapide, on se bat à la fois contre l'état d'urgence et contre la surveillance de masse. On se battait contre l'état d'urgence, mais contre tout ce qui est venu derrière. On veut légaliser le cannabis, on veut légaliser la GPA. On a une proposition phare. Ah ouais, ça crie carrément en régie, quoi. Un revenu universel. Je t'ai dit que t'allais faire des adeptes ici. Hein. On veut aussi que chacun soit propriétaire de ses données personnelles et puisse négocier directement avec les plateformes. Et puis, on veut plus d'autonomie fiscale pour les collectivités. On en parlera peut-être parce que c'est une autre approche de la fiscalité, mais qui m'apparaît assez centrale pour répondre à l'esprit et au mouvement des Gilets jaunes en ce moment. Et puis des sujets sur la fonction publique, mettre fin à certaines rentes. Donc nous, on est favorable à la suppression du statut, de la fonction publique. Voilà, donc de très divers sujets. Vous êtes aussi ultra connecté, parce que vous êtes enfin, on sait que vous pas vous maîtrisez, mais en tout cas, vous essayez de lier vos combats aussi avec des idées qui vont réunir de l'intelligence aussi artificielle. Vous prenez ça en compte en fait, vous calculez un petit peu le futur, quoi. Oui, tout à fait. Mais le président fondateur... Ça a été difficile à faire cette phrase. Oui, parce qu'en fait, on n'est ni technophobe, ni on est béat devant les promesses des technologies. Et le dernier ouvrage qui a été publié par Gaspard Koenig, qui a fondé ce think tank, justement nous met en garde contre les dangers qu'il peut y avoir avec l'intelligence artificielle pour le libre arbitre. Parce qu'on est dans un paradigme qui est quand même extrêmement nouveau. Bien sûr. Les données personnelles, tous ces paramètres-là font que c'est pas si évident de conserver une liberté de choix et qu'il faut peut-être imaginer d'autres modèles. C'est pas si évident, et puis quand on est sur Internet ou quand on est sur notre boîte mail, on se dit pas que forcément certaines de nos données privées peuvent être revendues des sommes impressionnantes dans les grands groupes. Enfin, on sait que Facebook, par exemple, a été lourdement corrigé par rapport à ça. Il a eu une amende très 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 forte, et c'est vrai qu'on prend pas forcément en compte que on nous surveille, que les industriels font attention à notre consommation et que tout simplement ils essayent de prévoir ou en tout cas de diriger nos pubs, parce que ça nous arrive assez souvent. Ça, par exemple, on va parler d'un matelas et puis quelques heures après on va voir sur Instagram ou Facebook une pub pour un matelas, et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense qu'il faut alarmer par rapport à ça. Exactement. Et notre réponse d'ailleurs pour les GAFA, c'est que la fiscalité n'est absolument pas le bon angle, parce qu'effectivement on essaie de taper sur les GAFA, oui. Et en fait ça change absolument rien aux problèmes. C'est pour ça que nous on prend une espèce d'approche tangente et on se dit à partir du RGPD, donc qui est le règlement européen qui a été mis en place il y a plus d'1 an maintenant, on a un début de portabilité. Si tu veux partir avec tes données de ta boîte Gmail et aller sur une autre, c'est quelque part tu es un peu propriétaire. Et tu as aussi des technologies un peu nouvelles type blockchain qui t'assurent une plus forte certitude. Alors qu'est-ce que blockchain? C'est un moyen... Rapidement, très rapidement. C'est tout simplement un moyen de s'assurer que les données que tu as, toi, en fait, elles ne sont pas reproductibles. Si tu les cèdes, tu les as plus.
Donc, tu as vraiment une notion de propriété à partir de laquelle on pourrait imaginer un nouveau cadre juridique, quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que quand on taxe tout simplement les GAFA et qu'on dit oui, mais c'est des grands méchants, etc., on résout absolument pas le problème. Donc, le blockchain, c'est surtout l'infalsification des données. D'accord. Tu peux pas modifier un truc qui est rentré dans la blockchain. Ok. Et ça peut servir à plein de trucs pour la comptabilité et tout. C'est en gros, tu peux pas modifier un truc une fois qu'il est rentré dans la blockchain. Ok. Faire simple, sinon ça va être très et compliqué. c'est absolument lisible et tout le monde le voit. Et après, tu échanges librement de façon décentralisée. Ok, très bien, merci beaucoup. On va continuer, on va découvrir Génération Libre un petit peu plus tard. Et à Malik Amraoui, qui est là, donc son métier, c'est uniquement de me vanner. Il est venu ici pour. Toi, c'est la France soumise, toi. C'est bien. Le plus important, c'est que tu t'en sois conscient, toi, au moins. Allez, super. Stanislas. Tu sais que la prochaine fois que tu viendras, c'est toi qui présenteras les gens, Malik, parce que je pense que tu as un meilleur talent que moi pour faire ce genre de trucs. Ah, si. Stanislas Rigaud, alors pas officiellement du FN, moi je me permettrai pas de dire ça, mais cofondateur de l'étudiant libre, jeune, 20 ans, voilà, qui va nous donner son avis et puis ses remarques sur les différents sujets qu'on va aborder ce soir. Merci d'être là, Stan. Garen Chnorokian, consultant politique. Il faut faire très attention. Il n'est pas journaliste, il n'est pas que collaborateur de l'Incorrect, il est consultant politique avant tout. Ça va, Garen ? Ça va, toi ? La semaine dernière, tu n'étais pas là, qu'est-ce qui s'est passé ? La semaine dernière... On t'a attendu, tu nous as dit que c'était un problème familial, donc vas-y, vu que tu voulais pas me le dire, dis-le ici. C'est l'émission qui me faisait chier, je voulais pas dire. Ça m'étonnerait même pas, je pouvais pas, tellement pas. Sinon je t'aurais dit que je venais pas dès le début, je suis désolé. Rien. Ah bah avec un nom comme Chnorokian... vous avez pas de problème de famille, vous. Encore. Voilà, les Arméniens, je sais pas. Ah bon ? Moi, je connais plein d'Arméniens, ils ont jamais de problème. Non mais il y a parfois des obligations. D'accord, ok. Ouais, ils sont pas... Bon, bref. Et puis Jean-Baptiste Léon. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Baptiste Léon, vous êtes directeur de la publication de l'association Contribuables et Associés. Vous avez sorti ce livre, le livre noir du gaspillage, dont on entend beaucoup parler en ce moment, où vous avez référencé les différents gaspillages de l'État. Et est-ce que rapidement, comme ça, juste pour avoir un ou deux petits exemples qu'on peut retrouver, qui va être frappant dans votre livre, est-ce que vous pouvez nous en citer un ou deux, s'il vous plaît ? Alors, par exemple, un gaspillage d'argent public, ça peut être le pont de la Scie, qui est un pont qui a été construit du côté de Dieppe il y a près de 5 ans et qui n'est toujours pas raccordé à la route. Donc le pont est là, il a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros, mais il ne sert à rien. Ça peut être aussi un débordement de hauts fonctionnaires, quelque chose de très connu qui remonte pas à hier, mais le cas d'Agnès Salle, par exemple, haut fonctionnaire, patronne de l'INA, qui avait un haut poste aussi au centre Beaubourg, qui avait une voiture avec chauffeur, et qui se faisait payer le taxi par le contribuable en plus, quoi, et qui notamment amenait son fils en cours, etc., via des taxis payés par l'argent public. Alors on va citer plusieurs exemples du même genre, on va en avoir plusieurs. Oui. Et la question, donc le livre, je le rappelle, c'est le livre noir des gaspillages français. Tous les exemples qu'on va citer à peu près ce soir, parce qu'on s'est énormément inspiré de ce livre, tout en checkant bien sûr derrière, pour faire cette émission. Ultra complet, franchement, vous lisez, c'est très rapide à lire, c'est tout petit, et vous allez découvrir que finalement, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est souvent que l'argent est pas bien utilisé. Et on a mis plein de photos exprès pour que ce soit agréable, que ce soit de grand public, que ce soit pas chiatique, avec des dessins de presse aussi, des dessins humoristiques, parce que le sujet est un peu sérieux, des fois énervant, donc on essaie de tourner ça parfois un peu à la rigolade. Et juste un dernier mot pour dire Contribuables Associés, donc c'est une association de contribuables, on est 350 000 membres en France, et on est une association militante qui se bat pour une bonne gestion de l'argent public. Voilà. Contribuables et associés, de toute façon, on mettra sur le replay de l'émission, on mettra les liens pour aller les suivre, mais vous tapez Contribuables et associés, vous allez tomber sur leur page Facebook. De toute façon, vous tapez dépenses publiques sur Google, vous tombez sur leur site, généralement. Donc, c'est devenu vraiment une référence. Et la première question que j'ai envie de vous poser, et je vais commencer avec toi, Malik, parce que je sais que toi, t'es à fond, t'es sur ce sujet. Vas-y, tu veux faire quoi ? Sur les 13 soldats morts. Ah ok. Alors juste, je voulais oui, donc un hommage. Il y a 13 soldats qui sont morts dans un accident au Mali, un accident d'hélicoptère. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Et en fait, c'est les soldats français qui sont morts, c'est les 44e soldats français qui meurent aujourd'hui au Mali.
C'est des soldats qui sont aujourd'hui déployés pour empêcher le Mali et le Tchad de tomber sous le joug de l'État islamique, qui combattent Al-Qaïda au Sahel, qui combattent Al-Qaïda au Maghreb, qui combattent l'État islamique dans le Grand Sahara, Ansar Islam. Et en fait, juste un truc, je vais pas demander une minute de silence parce qu'on s'en fout et que personne va le faire, on dirait que ça fait chier les gens. Je voudrais juste lire le prénom des 13 soldats qui sont tombés pour pas qu'on les oublie. Vas-y, je t'en prie. Alors, Nicolas Mégard, Benjamin Giraud, Clément Frisson-Roche, Alex Maurice, Pierre Bocquel, Julien Carrette, Romain Salle de Saint-Paul, Romain Chaumel de Jarnieux, Alexandre Protin, Antoine Serre, Valentin Duval, Jérémy Lecieux et André Jouc. Et je te remercie pour pas qu'on oublie ces gens qui meurent pour nos libertés. Je t'en prie, c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup, Garen. On va pas démarrer sur ce sujet. Hein, je suis chaud, gros, sur ce sujet. Ça parce que là, juste après, voilà, on va rigoler un peu. On va rigoler un peu, même si bien sûr, hein, on est tous. Pour rester solennel en plus. Non, mais oui, avec lui, ça va pas être facile. Alors, on va commencer avec un billet humoristique. C'est Guitou. Vous allez voir, vous allez le découvrir. J'ai pas besoin de le présenter. Il va se présenter tout seul. Vous allez vite comprendre. Merci Garen pour cette introduction. C'est assez compliqué, évidemment. C'est évidemment extrêmement dramatique. Alors je vais commencer simplement. Merci d'avoir fait un livre noir avec que des images. Merci. Livre noir. Alors, bonsoir, comment ça va hein? Ne répondez pas, je m'en bats les couilles. Alors, bon, comme tous les mercredis, j'ai que 3 minutes. Alors, même un pédophile, il a plus de temps pour convaincre le juge. En gros, vous êtes les juges et je suis Guillaume. Hein, voilà. En gros, une chronique de 3 minutes, c'est quoi? C'est 2 fois plus de temps que quand je fais l'amour. Pour que vous ayez une idée des proportions, à la fin de ce papier, je vous aurais baisé 2 fois. Voilà. Quand je vois la gueule de ce plateau et que je pressens la qualité des débats de ce soir, oh là 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 là, j'ai l'impression qu'on va assister à l'équivalent de la rédiff de Chambly-Châteauroux. Hein. Il y aura de l'envie, il y aura de la conviction, c'est certain. Mais on va se faire chier la bite. T'as un retour de Garen quand même. Hein. Oh bah oui, bah alors. Non, le moment qu'on attend tous, en vrai, c'est Stanislas. Hein, il a jamais vu un rasoir de sa vie et il se demande encore quelle tonte il va adopter pour ses poils de couille et il va nous parler pouvoir d'achat. Alors ça, c'est génial. Moi, je l'adore, il le sait. Il a beau être égérie chez Gillette et s'habiller chez Célio Club, ça reste un bon gars dans le fond. Hein. Alors oui, parfois il dérape. Parfois il dit que les Africains devraient retourner en Afrique. Mais bon. Ah non, mais il est là le thème qu'on attendait tous. Hein, le pognon pour une émission qui paye pas ses chroniqueurs, c'est quand même un comble. Hein, la dernière fois, je demandais à Camille de m'avancer un verre de jus. Hein, il m'a demandé de lui faire un Lydia quand même. Je croyais qu'on était de gauche. Merde. Ah, l'argent c'est fabuleux. Moi j'en ai pas. Hein, et je crois que ça se voit. En plus, je fais mon shopping moi-même. Alors il est con lui. En plus, je fais mon shopping moi-même, alors j'aggrave mon cas en plus. La dernière fois, un pigeon, il a chié sur ma veste. J'ai mis 2 semaines à retrouver la tâche. Hein, on dirait que j'ai bossé chez Desigual. Et j'ai honte de pas avoir un flèche, hein, parce que quand je vois Camille, quand je vois Malik. Quand je vois Camille, quand je vois bah finalement il y a que finalement qu'on la claque. Claquer du bif salement, c'est génial. Hein. Alors moi je préférerais faire comme Garen, évidemment, claquer des culs dans des strip clubs, mais bon ça c'est. Mais j'ai le pouvoir d'achat d'un gars qui fréquente la colline à Marcadet. La dernière fois que j'ai invité un pote à boire, on n'avait pas encore dissous l'Assemblée nationale. Et il y avait à peine 30 personnes qui défilaient contre les féminicides. Et c'est pas une vanne. Merci à tous. Merci beaucoup, Guitou. Merci mon pote. Merci. Ça s'est entendu, tu penses? Merci, ouais, mais ça s'est grave entendu. De toute façon, on le connaît. Hein. Donc, merci encore une fois, Guitou. Et la question que j'ai envie de poser, et je vais la poser à Malik en premier, parce que pour moi, t'es un peu notre référent bis ce soir avec Jean-Baptiste. Est-ce que tu penses que l'argent des contribuables est bien utilisé? Il sert à... Non, pas du tout. Ah, tu le vois bien. Tu veux que je parle d'une connasse? Hidalgo. Je sais pas, vas-y, je t'en prie. Hein. Ah oui, Hidalgo. Ouais, Hidalgo. Bah allez-y, je le lance le sujet. Hidalgo, lâchez-vous, frappez-la. Non mais t'as dit que c'est une connasse. Ouais, c'est une connasse. Non, mais c'est un peu un bouc émissaire, tu dis ça par rapport aux routes, etc. Ouais, c'est un peu n'importe quoi ce qu'elle fait. Non, tu l'as mis dans ton livre en plus. Oui. Je l'ai vu en photo, ça m'a donné envie de gerber. Ouais. Anne Hidalgo est présente Oui, il y a une petite page sur les subventions à Paris, avec quelques exemples. Quoi par exemple? On n'est pas sur les routes ou les pistes cyclables, là. On parle d'autre chose dans le livre. On parlait de la dette
de Paris qui a explosé sous Hidalgo. Ah ouais, on est à 6 milliards d'euros là. Ah ouais, Il y avait 500 énorme. millions avant que la gauche arrive au pouvoir. Sous Tibéri, ouais. Tibéri, ouais. Donc effectivement. 500 millions à 6 milliards d'euros de dette. Garen, toi, tu dirais que selon toi que l'argent des contribuables est assez bien utilisé ou pas du tout? Il ne sait pas gérer l'argent, c'est pas son job d'ailleurs. Il sait pas gérer l'argent, l'État devrait s'occuper de son travail qui est le régalien, police, justice, armée, et pas s'occuper du reste. Ils savent pas gérer le pognon, ils font n'importe quoi. Moi je voudrais juste prendre un exemple. Vas-y, je t'en prie. Je sais qu'il est très heureux de m'entendre dire ça. La première dépense de l'État en France, c'est l'éducation nationale. Ouais. C'est 22% du budget, 71 milliards d'euros. Ouais. On n'arrête pas de chuter dans les classements PISA. On est devenu 26e. Alors, si tu peux rappeler rapidement le classement pizza, Garen, s'il te plaît. Pizza. Pizza. Tu sais, moi, tu dis pizza, j'entends pizza, tu le sais très bien. Le classement PISA, c'est un classement qui est fait, je sais pas, tous les 2-3 ans. Je crois, ouais. Et qui regarde en fait le niveau d'éducation des enfants de 15 ans, savoir s'ils savent lire, faire des maths et s'ils s'y connaissent en sciences. Et la France, depuis 2000, a perdu, je crois, 15 places. On est 26e. Alors que les dépenses de l'éducation nationale n'arrêtent pas d'augmenter, on n'arrête pas de chuter. Aujourd'hui, on a des mecs qui arrivent au bac qui sont analphabètes quasiment. Et qui sont vraiment quasiment analphabètes en arrivant au bac. Donc, ouais, l'État ne sait pas gérer le pognon et il ne devrait pas le gérer. Raphaël Knouch, donc Oui. membre de la France Insoumise, quel est votre regard, mais aussi, je pense, le regard du... Alors, je peux dire parti politique ou pas? de ce parti politique dont on entend parler tous les jours. Non, moi d'abord j'aimerais commencer par répondre à Garen. Garen, ouais, c'est ça. D'abord il y a en fait une omission, alors je sais pas si elle est Nous on l'appelle le lapin, mais c'est assez intime. Après, moi j'oserais pas. À toi de mais bon. voir, hein, si tu veux. Non, mais il y a une omission, je sais pas si elle est volontaire ou pas, mais sur le budget de l'État, il y a une première dépense que tu n'as pas citée. La dette, 120 millions d'euros, la dette qui est sous forme de remboursement d'impôts. C'est-à-dire, grosso modo, tout ce qui est niche fiscale, notamment pour les personnes les plus fortunées de ce pays, et qui nous coûte le plus cher sur l'ensemble du budget, qui est de 711 milliards d'euros exactement, budget de l'État, il y a exactement 120 milliards d'euros qui vont pour des riches, directement, sur des questions de niche fiscale. Bon, alors bien sûr, il y a 72 millions d'euros pour l'éducation nationale, mais heureusement... 72 milliards, hein. Heureusement, milliard. Oui, milliards d'euros, et heureusement qu'il y a 72 milliards d'euros, parce que moi je pense qu'il faut donner les moyens effectivement sur l'éducation, et je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit qu'uniquement les questions régaliennes, mais je suis aussi pour que l'État joue son rôle dans la question de la justice sociale et dans l'égalité républicaine partout dans le pays. Et puis après, il y a aussi une question, c'est la question des 42 milliards d'euros, là aussi, je m'y perds, parce que tous ces chiffres, je ne connais pas. Donc 42 milliards d'euros qui sont en fait la question de la dette. Et la dette, c'est qui? La dette, c'est de la dette privée principalement. Donc c'est aussi la question de toutes les exonérations de charges sociales, qu'ils appellent ça charges sociales, mais moi j'appelle ça des cotisations sociales que n'ont pas payées des grands groupes et qui nous coûtent de l'argent. Donc en fait la question c'est qui nous coûte le plus cher? Moi je pense que c'est les riches. Vas-y Christophe. J'ai une question. Admettons que l'État soit là pour répondre à des soucis de justice sociale. Aujourd'hui, on a 60% à peu près, un peu moins, de la création de richesse en France, qui est captée par les pouvoirs publics, donc État, collectivité territoriale, parce qu'après il y a quand même une stratification plus complexe. Et donc ça veut dire qu'il faut faire plus. Non, mais la question de l'argent, excusez-moi. Faire plus à quel niveau? C'est-à-dire taxer. Il faudrait taxer encore plus. Oui, ok. Mais moi, je vous dis sincèrement. Taxer plus qui, quoi, comment? Ouais, mais on y arrive. Alors on va y arriver. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Je pense que la question de l'argent, pour finir, c'est une question de choix. Voilà, c'est une question de choix politique. À un moment donné, c'est une question de quelle est la priorité au fait d'un État, quelle est la priorité d'un gouvernement. C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est pas une question simplement de l'argent. L'argent, c'est une question de choix politique. Quand on donne 1 seul milliard d'euros sur le budget de l'État à la question de la santé, ou 1 seul milliard, par exemple, on nous rabat les oreilles avec la question d'immigration, quand on voit que l'immigration asile, c'est 1 milliard d'euros sur le budget de l'État, ben voilà, vous avez la réponse. On est presque à 2 milliards sur... Moi, je vais contrôler les chiffres. Hein. On va se faire biaiser par personne ce soir. Fact-checking. On va faire attention. Et puis, de toute façon, Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous pensez déjà, est-ce qu'on est sûr que c'est... Moi, j'ai 136 millions de remboursements, de dettes et de dégrèvements pour l'année 2018, par exemple. Ça, c'est un chiffre que j'ai pas en tête. D'accord. Ouais, sur les niches fiscales. Mais... Sur en tout cas, on est d'accord que la principale dépense de l'État, c'est sur le remboursement de la dette. Tout à fait.
Non. Et les dégrèvements, non? Non, j'insiste vraiment que c'est les 120 milliards qui sont sur la question de la des remboursements des impôts. Okay. Et donc des niches fiscales. La question de sauf qu'en fait, ne pas prendre de l'argent, c'est pas une dépense. Oui, en fait, voilà, c'est ne pas prendre de l'argent. Oui, c'est du remboursement. C'est juste qu'en fait, on taxe un peu moins les gens. Oui. Il faut arrêter de considérer ça comme on appelle dépense fiscale le fait de ne pas prendre de l'argent aux gens. C'est ça, c'est délirant. Pour les gens qui ont étudié un peu l'économie. Du point de vue de la comptabilité nationale, mais d'un point de vue philosophique, c'est contestable parce que c'est considéré que l'argent appartient à l'État et que ça dépend de quelle philosophie. On n'a pas les mêmes philosophies. En fait, redistribuerait de l'argent aux gens. Alors qu'a priori, on est quand même. Sur le budget de l'État, il n'est pas marqué. Moi, c'était pas volontairement que j'en avais pas parlé, c'est que c'était pas marqué dans le budget de l'État. On appelle ça des dépenses fiscales. Techniquement, c'est un terme qui est correct, mais philosophiquement, il me gêne beaucoup, oui. Okay. On détaillera tout à l'heure sur le CICE, sur la fraude fiscale. Vous, même si je connais la réponse à la question, Jean-Baptiste, est-ce que vous pensez que l'argent des contribuables est bien utilisé par l'État? Bon, forcément non, je suis un contribuable associé, donc encore une fois, on lutte pour une bonne gestion de l'argent public, donc c'est qu'il y a des soucis. Il y a des soucis en France, quand on voit, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce qui se passe aussi à l'étranger et certains pays qui arrivent à se réformer alors que chez nous, ça bouge pas. Non, l'argent est mal dépensé. Première chose que j'aurais tendance à dire, c'est que l'argent public, c'est notre argent, tout simplement. C'est aussi bête que ça, et c'est tout con, mais c'est assez fondamental, et c'est quelque chose qui a du mal à imprimer en France. Et pas uniquement les impôts, c'est tout l'argent de l'État. L'argent, Louis XIV disait, l'État c'est moi, l'État c'est nous. C'est nous qui le faisons vivre. Alors, pour mettre les choses au point, souvent certaines personnes se disent je paye pas d'impôts, c'est complètement faux. Tous les gens qui nous écoutent payent tous des impôts. Mais voilà, exactement. Le TVA qui est la première source de revenus de l'État, devant l'impôt sur le revenu, devant l'impôt sur les sociétés. Donc on est strictement tous contribuables à des degrés divers, etc. Et c'est l'impôt le plus injuste par ailleurs, parce qu'on paye de la même façon qu'on soit riche ou pauvre. Alors on va y venir juste après sur le sujet de la TVA justement. Moi j'aurais tendance à considérer qu'il est équitable justement. Mais vous nous donnerez votre point de vue par rapport à ça. On n'est pas tous d'accord. Non, bien sûr. Donc l'argent public c'est notre argent, quoi. Et donc pourquoi Contribuable Associé s'est créé il y a près de 30 ans, c'est parce que il y avait des contribuables lambda qui en avaient un petit peu marre de voir comment les choses se passaient, et en 30 ans malheureusement ça s'est empiré, parce que par exemple on prend la déclaration des droits de l'homme, il y a deux articles dans la déclaration des droits de l'homme qui dit que tout citoyen en gros doit demander des comptes à ses responsables politiques, et donc nous on milite pour une action citoyenne, on essaye de faire passer des messages aux gens, par exemple on essaye de créer, on a des personnes qui veulent créer des associations de contribuables dans leur village, etc., à faire ça. On a aussi une autre action qui a un caractère moins connu mais qui est plus législatif, c'est-à-dire qu'on prépare des textes de loi pour essayer de faire changer les choses, qu'on présente à des députés pour que les choses avancent. Donc on est dans le combat, on va dire. Dans le combat, totalement légal, mais dans le combat. Garen, est-ce que tu as les chiffres des recettes de l'État? Tu as les chiffres de quoi, de 2018? Ça doit être 2018, j'ai pris sur un des sites de l'État, mais en gros, alors le CDE total, mais on peut faire rapidement le calcul de Non, donne-nous les principales recettes. Comment est-ce que la TVA, c'est 142 milliards. La deuxième, c'est l'impôt sur le revenu, c'est 71 milliards. La troisième, c'est l'impôt sur les sociétés, c'est 53 milliards. Mais donc, en gros, la TVA, c'est impôt sur les sociétés plus impôt sur le revenu, et on n'y est pas encore. Et les principales dépenses, donc on les a évoquées tout à l'heure. Alors, éducation nationale. 72 milliards, donc 22%. La défense, 13%. 43 milliards. 42, 43 oui, milliards. 42, 43. Recherche et enseignement supérieur, 27 milliards, 8%. Et après, cohésion des territoires. Sachant qu'on parle que du budget de exactement. On n'a pas la sécurité sociale. On va les collectivités locales. On va donner ces chiffres, mais c'est juste pour faire un petit lien. Par exemple, on sait qu'en ce moment, par exemple, on a les profs, mais aussi les étudiants qui sont dans la rue. Sachant qu'on a un budget, le budget principal des dépenses de l'État, qui est de 72 ou 73 milliards. Comment est-ce qu'il est possible qu'avec un budget aussi gros, alors je prends parti pour personne. Est-ce que les profs et les élèves nous font des petites crises illégitimes, ou est-ce qu'il y a vraiment un problème au niveau des dépenses dans l'enseignement? Et Jean-Baptiste, je vous donne la parole. Il y a clairement un problème, il faudrait être fou pour dire le contraire. C'est la même chose dans les hôpitaux. On a un petit peu le même syndrome d'ailleurs, hôpitaux, éducation nationale. On a quoi? On a des gens à la base qui posent plutôt pas mal, qui sont plutôt sous-payés, mais le problème c'est qu'on a des strates administratives gigantissimes, un espèce de mammouth. On a le mammouth de l'éducation nationale qui est méga centralisé, il n'y a pas d'autonomie pour les chefs d'établissement pour recruter
qui ils veulent, etc. etc. Après aussi, pour moi, autre travers du système d'enseignement français, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mise en concurrence, c'est-à-dire que l'enseignement privé en France, de quelle nature qu'il soit, est en gros obligé d'être sous moins de 20%. En gros, il n'y a pas de marge de progression de l'enseignement privé en France, alors que moi, nous en tout cas à Contribuer Associé, je pense comme Christophe, on est contre les monopoles. Voilà, on estime que la concurrence, ça a du bon, ça fait progresser, quoi. Donc on est contre les monopoles, par exemple la SNCF, etc. Qui a un cas à part. Il y a quand même des écoles privées. Oui, écoles privées, mais elles n'ont pas de marge de développement en fait. Pas de marge de gestion, parce que c'est pas seulement une question d'argent. Enfin, pour prolonger le propos, on se pose la question de l'argent, mais c'est une question de gestion. Mais si tout est centralisé au niveau des bureaux, du bureau de Grenelle, de Paris, etc., en fait, comment gérer, je ne sais pas le nombre d'établissements qu'il y a, et c'est vrai sur tous les autres sujets, mais gérer d'un seul point alors, la population. Moi, je comprends très bien ce que tu veux dire. Il faut qu'on essaye de simplifier au maximum pour que les gens comprennent. Ce que tu dis, en gros, c'est que gérer autant autant d'écoles, autant de lycées. C'est normal que ce soit mal géré. Voilà, donc c'est normal que ce soit mal géré, mais qu'est-ce que tu sous-entends quand tu dis ça ? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a est-ce que l'argent est vraiment mal utilisé ? Est-ce qu'il y a des détournements ? Le problème, c'est avant tout l'organisation et la gestion. C'est-à-dire, on peut imaginer, et ça fait longtemps et dans des milieux politiques très divers, qu'il y a cette idée du chèque éducation, qui est tout simplement le fait de donner en fait une somme aux parents pour leurs enfants et laisser ces parents décider de l'école qu'ils vont choisir et laisser les écoles elles-mêmes, aux écoles elles-mêmes, une certaine autonomie dans la gestion, dans le recrutement, dans la pédagogie qu'elles veulent choisir. Parce que pareil, ça recouvre aussi la même question de dire tout le monde doit enseigner de telle façon dans toutes les classes de France et de Navarre pour tous les étudiants. C'est l'uniformité jacobine, étatiste, collectiviste, pas une tête ne dépasse. Je rigole pas pour vous, je rigole pour ce con à côté qui s'est endormi pour de vrai sur son micro. C'est pas possible. Je peux répondre à ça. Alors quoi, à Malik ? Au sommeil de Malik ? Nous on est dans la rigolade. Non mais oui, bien sûr. Et j'ai beaucoup mieux compris. Je préfère qu'on clarifie parce que c'est vrai que quand on nous dit que c'est mal géré, qu'il y a beaucoup d'établissements à gérer, on peut se dire que voilà, il y a des milliards qui peuvent disparaître. Je me mets à la place du public, de la personne qui ne connaît rien, et je vous pose les questions. Juste un dernier mot, il y a un truc qui est tout bête en fait, c'est au plus près on est des problèmes, le mieux on gère les problèmes. Et là, quand c'est décidé à Paris, je sais pas, il y a un problème dans une petite école maternelle, j'exagère un peu, parce que il y a les rectorats dans un village de 100 habitants, et qu'en gros c'est la voie hiérarchique du ministère qui doit décider un truc parce qu'il y a un gamin, je sais pas, a mangé un trombone quoi, et a failli s'étouffer, c'est dingo quoi, et c'est vraiment comme ça. J'exagère à peine. Moi, Raphaël, oui, exactement. Vas-y, et puis je vais vous poser une question juste après. Ouais, c'est un peu la même trame en fait depuis tout à l'heure. Enfin, je respecte, c'est pas mon point de vue, mais c'est en fait une trame idéologique qui est celle du libéralisme pour aller vite. C'est-à-dire qu'en fait, nos amis sont d'accord entre eux pour dire grosso modo que l'État, il y a trop d'État, etc. Mais moi, je pense pas que ce soit. Pour une fois qu'on n'est pas minoritaire, ça fait plaisir. Sur un plateau qui est 3 ce soir, mais justement, moi je vais essayer de parler de manière simple, sans utiliser des termes techniques, etc., pour comprendre que justement, moi je pense que c'est pas le bon bout par lequel on prend les choses. C'est pas la question du coût. Parce que est-ce que l'éducation de nos enfants, quel que soit leur endroit sur le territoire. Du point de vue du citoyen, c'est le problème. Parce que ce soit les élèves ou que ce soit les profs, tous demandent des moyens, en tout cas en argent, supplémentaires. Les étudiants demandent quasiment un SMIC en ce moment. Les profs, pareil, on dit qu'ils sont sous-payés. Donc là, le problème, il est au niveau de l'oseille. Après, oui, le problème, il est au niveau de l'oseille. C'est vrai que quand c'est les étudiants, nous, on a une proposition de ce point de vue. On peut ne pas être d'accord avec, mais c'est la question de l'allocation d'autonomie des jeunes, justement pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations précaires, comme il arrive bien souvent malheureusement pour presque 25% d'entre eux, et qui en arrivent des fois même à des situations Vous proposez de donner une allocation à chaque étudiant. Pense, c'était dans notre programme à la présidentielle, effectivement, une allocation d'autonomie de la jeunesse pour qu'elle puisse effectivement confronter les premières années de sa vie, étudier sans être obligé de travailler, sans obligé de galérer, etc. Après, il y a une question, parce que moi je vois un peu une certaine, une ode à l'école privée depuis tout à l'heure. À la concurrence. Qui est un peu... qui est quand même un truc un peu, je veux dire, un peu caché, une petite certaine pudeur. Non, mais attends, je termine. C'est qu'en fait, moi, mon souci premier, c'est que quel que soit l'enfant qui existe dans ce pays, quel que soit l'enfant, quel que soit l'endroit où il est né, quelles que soient les conditions de ses parents, il puisse avoir un accès à l'école. Alors après, le problème de l'école, personne ne sera. Ça n'a pas été remis en compte. Il y a des inégalités territoriales, des inégalités sociales qui existent. C'est malheureux à dire, mais il y aura toujours. Mais par contre, on essaye de les combler. Une contradiction dans votre discours,
c'est grosso modo, vous dites qu'il faut plus d'écoles privées, grosso modo, Non, leur donner non, plus non. de moyens. Plus de concurrence. Plus de concurrence. Attends, je finis juste. La concurrence, juste après, Alors, dans ce Christophe. cas-là, pourquoi Juste les après. écoles privées elles réclament des subventions publiques? Tout à fait d'accord. Voilà. Je suis à 100% d'accord Voilà, avec parce que vous. moi, je suis contre le fait de donner des subventions publiques. Bah, bien sûr, de toute façon, L'école- subvention publique. De toute façon, les mots l'école privée public tombe dans et un privé piège. sont des antonymes, donc je vois pas à quel moment est-ce que l'argent. C'est ce qui se fait. Non, il Voilà. faut savoir que les écoles privées, elles sont privées que sur une toute petite partie. Les profs sont payés par l'État, Oui. le programme est obligatoire. C'est vraiment, ça coûte en moyenne 1500 ou 2000 euros par an pour un parent. L'école privée, ils sont pas vraiment privés. T'as des Le écoles vrai qui coûtent beaucoup, le beaucoup vrai plus cher. privé, c'est le privé hors contrat, qui ne touche pas un centime de l'État. Et c'est des écoles d'excellence en général. Mais qui est très minoritaire. Hein. Oui. Ouais, ça représente quasiment rien. mais Oui, c'est des oui, écoles oui. d'excellence qui coûtent 7-8 000 euros par an Oui. pour les parents, qui ne touchent pas un centime de l'État et qui font des élèves excellents. Combien il y a d'élèves de classe populaire dans les écoles privées? Bah, il y en a justement. Ah, Vous dans le savez, privé, il y a beaucoup. notamment. Non, mais Dans dites-moi le privé, sous chiffre. contrat. Or, Ouais. ouais. À Paris, dans les meilleures écoles, Alors- citez les meilleures Ah oui, écoles ouais. d'excellence à Paris, combien? Non, mais bien sûr. Moi, je viens. Attends, deux secondes. Ouais. Allez, Je viens de Bretagne. Ouais. En Bretagne, en gros, c'est 50% public, 50% Bretagne, c'est un privé. peu particulier, il y a une Ouais, histoire, mais hein. moi j'ai grandi, Voilà. j'étais dans un lycée. Mais à Paris, J'ai été dans le public. il y a moins d'1%. Attendez, deux secondes. Dans la- Mais c'est moins dans d'1%. l'Ouest, dans le réseau là. Attends, Gareth. Dans la Ah, population, dans la Parce qu'à Paris, il n'y a pas de classe populaire. Christophe, Il y a pas de Garen. classe populaire. Ah bon Garen. À Paris, il n'y a pas de classe populaire. Garen. Quasiment. Garen, D'accord, bah je vais vous s'il en te montrer plaît. avec Mais moi. c'est je vous quasiment. montre. Oui, mais il y a Il commence, mais je crois que c'est ce qui va se passer. Tout le monde aura le temps de parler, vous inquiétez pas. Je veux juste que Jean-Baptiste puisse terminer sa réflexion et ensuite vous pourrez répondre. c'est juste un exemple. Quoi. Voilà, j'ai grandi en Bretagne, dans l'Ouest de la France, effectivement, la moitié des élèves sont dans le privé. Et classe populaire, il n'y a pas ce critère de richesse. Voilà. Je trouve que c'est lié à l'histoire, la dimension un peu plus catholique de la Bretagne, en tout cas à l'époque qu'elle n'est aujourd'hui. Donc moi, j'ai grandi dans un lycée, le plus grand lycée privé de Brest, 5000 élèves presque, lycée technique, etc. Ce qu'on appelait les CPPN à l'époque, c'était extrêmement populaire. Et ça n'empêchait pas un bon enseignement. Après, moi, je rejoins vos propos. Mon discours n'est pas mort aux pauvres, hein, contre les associés. On n'est pas là, on ne défend pas le CAC 40. D'ailleurs, j'avais un petit cadeau pour vous. Pour qui? Pour Malik? Ouais, non, Super. voilà, regardez. Ah, pour la Ce FI. genre de choses qu'on dit assez peu, mais nous, contre les associés notamment, voilà, on a fait un numéro là-dessus qui s'appelait Le grand scandale des aides aux entreprises. On dénonçait les centaines de milliards de subventions qui vont aux entreprises, parce qu'elles n'ont pas Alors lieu ça, d'être. justement, on va en parler aussi. C'est pour vos cadeaux. Qu'est-ce que tu voulais dire quoi, Malik? Non, il y a des écoles privées à la Courneuve. Je pense qu'il y en a un. Non, mais il y a Espérance banlieue, par exemple, Oui. une école hors contrat qui se développe en banlieue. Les écoles privées, tu sais, pour beaucoup d'entre elles sont aussi généralement soit catholiques, tu vois, donc t'en as un peu. Non, bah, il y en a pas. Il y a pas des, il y a des écoles. Oui, d'accord, mais qui vont être uniques, qui vont être totalement privées. Hein. Je pense pas que l'État. Je pense pas qu'on puisse mélanger le public. Tant qu'ils promettent de suivre le programme, ils peuvent faire des écoles d'accord. musulmanes, bien sûr, comme les écoles catholiques. Ok. Ah ouais. Bien sûr. J'en connais très peu. Hein. Je crois qu'il y en a une à Lyon. Ouais, je pense que ça court pas les rues. Hein. Mais bon, après, moi j'ai été dans une école qui était aussi catho. Ouais, moi je vois aussi, pas. Aujourd'hui, on voit cette différence entre guillemets. Quand on est plus jeune, on la sent pas du tout, on la voit pas du tout. On est tous des potes et puis on essaye tous d'apprendre, à part moi. Malik, tu voulais rajouter? Non, c'est bon. Toi, tu viens d'où, toi, Malik? Grenoble. Grenoble. Par exemple, à Grenoble, toi, tu as suivi une école publique? Une école privée. Une école privée? Ouais, Tu catholique. vois Les bonnes sœurs qui C'est nous vrai? donnaient. Allez, c'est bon, ta gueule. Non, je te jure, je rigole pas. Christophe, pour de vrai ou bonnes pas? sœurs, avec des bonnes sœurs. C'est vrai? Ça s'appelait le lycée Mais les bonnes Sainte-Geneviève à sœurs, Chambéry. les bonnes sœurs, c'est pas des meufs fraîches et qui sont les sœurs de tes potes. Hein, Non, c'est des bonnes sœurs. Bah, c'était bonne. Christophe, vas-y, je te laisse répondre justement à ce. Oui, je voulais revenir sur école publique, école privée. Moi, mon point, c'est de dire c'est pas une question d'argent. Donc en fait, on se rejoint déjà là. C'est une question de gestion. On peut très bien imaginer chaque éducation, un parent récupère de l'argent et cet argent, il le met dans une école qu'il veut, et on peut imaginer que les écoles doivent être publiques, par exemple. Enfin, j'ai pas de souci idéologique, je cherche juste à expliquer qu'il faut arrêter de tout gérer depuis Paris. Et qu'il ne faut pas penser que c'est seulement une question de plus on met d'argent et mieux ça ira. Alors, Parce qu'on est déjà très très haut. C'est ce qui se passe en Suède aujourd'hui. Oui. En Suède, en fait, il y a le chèque éducation. À partir du moment où il y a 10 ou 12 familles, ils peuvent décider, ils ont tous le chèque d'éducation et ils créent une école à 12 familles. Et ils choisissent l'enseignement et ça se passe super bien en Suède au niveau de l'éducation. D'accord, bon là après on parle plus d'éducation. Moi ce qui me choque c'est que moi ce qui me choque toujours c'est les 73 milliards et qu'au final les profs et les élèves soient dans la rue. Aujourd'hui la France Insoumise par exemple, qu'est-ce que vous proposeriez comme solution pour pallier à ce problème? Voilà, plus d'argent. Non mais l'argent ça cherche. Toujours plus d'argent. Mais l'argent ça cherche, mais on peut te dire, même y compris comment on peut faire des recettes fiscales.
pense que ça t'intéresse de savoir. T'as encore rien acheté avec tes cheveux, hein, je crois, de toute façon, Garen. Hein. Avec mes quoi? Avec tes cheveux, t'as rien acheté. On paye tout avec l'argent, donc bien sûr que ça va être le problème. Ben non, justement, on explique que c'est peut-être pas l'argent le problème, c'est la gestion. Et par contre, pour la France Insoumise, c'est un problème d'argent. Donc avec une meilleure, meilleure gestion, vous pensez que, par exemple, on peut avoir une meilleure éducation en France? Bon, déjà la première chose, il faut savoir d'abord en fait comment, la question de l'argent pour moi c'est pas le sujet. La question c'est comment on ventile cet argent, quels sont les choix politiques qu'on fait. Bon, première chose. Donc après moi je peux te dire comment je fais des recettes, parce que par exemple on est pour une fiscalité qui s'appelle une révolution fiscale. Qui effectivement change aujourd'hui et lisse l'effort de l'impôt pour qu'il n'y ait pas ces inégalités-là. Mais on peut dire aussi comment on fait des ressources. Alors il y a un truc déjà pour commencer, si c'était nous, il y a un truc pour commencer, c'est on rétablit l'ISF. Alors, ça coûte 4 milliards, mais symboliquement déjà c'est un premier truc. Deuxième chose, la question du CICE. D'accord, 100 milliards d'euros que ça a coûté jusque-là. C'est quoi les bénéfices du CICE sur l'économie ? On a créé plus d'emplois, il y a moins de gens au chômage. Une catastrophe. Il y a plus de bonheur dans la société. Autre chose, la question de l'évasion fiscale. Aujourd'hui, l'évasion fiscale, elle est même encouragée par, soi-disant, l'optimisation fiscale. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont, soi-disant, légaux. Elle n'est pas illégale, voilà, exactement. Voilà, il y a des trucs qui sont, soi-disant, légaux. Mais par contre, on fait de la pub dessus pour dire, si vous voulez... Ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Oui, l'optimisation fiscale. Qui n'a rien à voir avec l'évasion. D'accord, mais il y a de l'encouragement aussi à ce que de l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. On est au moins d'accord là-dessus. Donc voilà, il y a toute une série... Tout le monde qui cherche à payer le moins d'impôts possible. Ouais, mais non, pas tout le monde. Ah non, je vous assure que non. Lui, la France, il faut pas. Alors, d'accord. Alors Christophe, je vais vous raconter une anecdote. Ça vous intéresse ? Tout le monde peut. Alors, attends 2 secondes. Tout le monde peut. Tout le monde va vouloir payer moins d'impôts, mais tout le monde ne va pas avoir les moyens dont vont disposer les grands du GAFA ou du CAC 40 pour réussir justement à trouver les solutions et pour faire évader la plupart de l'argent et ne pas payer de TVA et ne pas. Mais parce que la fiscalité est trop complexe. Oui. Et plus elle est complexe, et plus ceux effectivement qui échappent, c'est les GAFA parce qu'ils peuvent se payer des directions juridiques et des directions fiscales, et c'est un problème. Mais le problème, c'est la complexité de la fiscalité, parce qu'à la limite, soyons fous, on se dit on veut plus d'argent, hein, c'est un peu ce que tu cherches, et ben on diminue un peu la fiscalité. Comme ça, on n'a plus d'évasion et en fait, on a plus d'argent dans les caisses de l'État. À un moment donné, il faut être un peu pragmatique. Si on cherche de l'argent parce qu'il y a des gens qui sont un peu malheureux, soyons efficaces d'un point de vue fiscal. Est-ce que vous avez déjà moi, je veux l'anecdote de Raphaël. Non, mais l'anecdote, c'était juste pour répondre, parce qu'il est bien sûr que toi aussi, tu veux réduire tes impôts. Moi, on m'a déjà appelé au téléphone. Vous savez, les sociétés qui vous appellent. Oui, bien sûr, mais tout le monde. Ben, moi, je leur ai dit, ça m'intéresse pas de réduire les impôts. Parce que moi, je considère que les impôts, ça paye justement les services publics, ça paye l'égalité, ça paye en fait l'État républicain. Quand on gagne pas beaucoup d'argent, pas d'accord, il faut être cohérent avec ses idées. Je me rappelle de l'époque où j'étais étudiant aussi. L'époque, ça veut dire qu'il est blindé aujourd'hui. Vas-y. Je faisais attention pour cette raison-là. Je fais en sorte de payer le moins d'impôts possible, justement quand j'ai pas beaucoup d'argent. Alors on a d'autres exemples, parce que chacun sa politique. On a parlé de l'éducation, mais bon. L'État dépense aussi 43 milliards à peu près dans la défense, dans 20 milliards en sécurité. Ça se discute. L'écologie, dans la tête. que 8 milliards. L'écologie. C'est 8 milliards de trop. L'agriculture. On pourra en parler, l'écologie, si vous voulez. L'écotaxe. La gabegie sur l'éolienne. On peut se poser la question. De l'agriculture, uniquement 3 milliards. La justice, 2,7 milliards. On a toutes les femmes. Parce qu'il y a la PAC. Il y a la PAC de l'Union européenne qui. On a toutes les femmes. On avait énormément de femmes qui étaient dans la rue. Et puis on sait le problème et les combats qui sont menés en ce moment justement contre les violences conjugales. On n'a que 2,7 milliards pour la justice. Hein. Donc, on se plaint de notre système judiciaire. Quand tu vois. Non, moi j'ai 2,7 milliards. Moi j'ai 2,7 pour la justice. Pourcentage. Ah pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai, je lis les pourcentages. C'est 8 milliards. Et mais par contre, la santé, 1,4 milliard. Alors, non, parce que ça ne rentre pas dans le budget de l'État. La sécurité sociale n'est pas dans le budget de l'État, c'est pas dedans. Oui, tu parles, ça, c'est les dépenses. Oui, c'est pour les dépenses. La moitié des dépenses publiques, en fait, c'est la sécu, c'est la santé ou les retraites. Les cotisations entre 300 et 500 milliards de dépenses sociales chaque année en France. La sécurité sociale et les retraites. Un peu plus, je pense. C'est le double. C'est toujours le problème des chiffres, on lit. On voit tout et n'importe quoi. Moi, j'ai pris les chiffres de l'OCDE, en tout cas. Et puis, la mission immigration et asile. Donc, on passe notre temps à dire qu'on donne de l'argent à fond aux immigrés, etc. C'est 1,5 milliard. Donc, on est sur. Rien que l'AME, c'est 1 milliard, et après, il y a le coût réel de l'immigration qui est dans les 80 milliards par an. Mais l'AME. 1 milliard, c'est pas beaucoup, et même 80, ça serait pas non plus considérable. 80 milliards, c'est pas énorme. Sur les masses de. Attends, ces immigrés. Attends, est-ce que le coût de l'immigration, il est positif ou négatif? Non, mais ton chiffre. Négatif, bien sûr. Attends. Comment est-ce que tu sors? Mais toutes les études. Comment est-ce que tu sors? J'ai au moins 5 études qui. Garenne, comment est-ce que tu sors ce chiffre de 80 milliards?
mais on a des études qui ont été faites, je vous les sortirai. Il y a plein d'études sur l'immigration. Est-ce que tu comptes passer de 1,5 milliard à 80 milliards? Tu me parles que des aides. Moi, je te parle du coût de l'immigration entière. C'est quoi ce coût? Il consiste en quoi? Attends, il y a les aides sociales, il y a les logements. Quelles aides sociales? Ils sont pas dedans. Si, ils sont dedans. Elles sont dedans. Ils sont pas dedans. Mais je vais te le dire. Alors écoute. Alors attends. Il est ainsi prévu de consacrer 1,58 milliard d'euros à la mission d'immigration, asile, intégration en 2019. Soit une augmentation de 200 millions d'euros par rapport à 2018, 14% de plus. À cela s'ajoute le transfert du budget des centres d'hébergement d'urgence pour migrants, CHUM qui assure la mise à l'abri des personnes évacuées des campements en Île-de-France. Et on arrive à un total de 1,69 milliard. Donc je sais pas comment tu arrives à 80 milliards. Et moi j'ai aucun problème avec le fait que tu donnes des chiffres. Mais quand tu balances juste 80 milliards et qu'après des temps, les gens écoutent et ils captent. Ah ouais, c'est 80 milliards. C'est comme. Ils ont juste à regarder sur Google. C'est comme l'enseignement. Ils tapent coût immigration 80 milliards, c'est ça? Oui, vas-y. Camille, juste là-dessus. En fait, on parle souvent le coût de l'immigration. Et puis après, je veux dire, moi je sais tout ça, les théories qui fleurissent de ce côté-là, d'où ça vient. Bon, peu importe, le débat est ancien comme le monde. Mais par contre, la question. Cette immigration, elle ne rapporte rien en fait à la France d'un point de vue économique. Je parle pas d'autre chose. Ces gens-là, ils travaillent pas en fait. C'est ça, ils travaillent tous pas. Il y a que 10% des immigrés. Il y a que 10% des immigrés qui viennent en France légalement qui sont pardon. Mais attends, il n'y a pas 10% des immigrés qui travaillent. J'ai quelque chose à dire. Et pourquoi on oppose un immigré qui veut travailler? Parce qu'il n'y a pas de visa, bien sûr. Sauf que 90% de l'immigration qui vient en France, soit étudiante, soit regroupement familial, soit mariage. Et il y en a que 10% qui viennent avec un visa de travail. Tu sais qu'il y a des immigrés qui travaillent. 10% qui travaillent, tu sais que c'est faux. Mais combien travaillent dans des combien travaillent, payent des impôts illégalement et payent pourtant des impôts Combien ne peuvent pas travailler parce qu'on leur interdit de travailler? Pourquoi on leur interdit de travailler? Et les frais de justice, parce que tu parlais des frais de justice dans ta ventilation, pourquoi rendre des démarches aussi complexes? Parce que tu sais, quand tu refuses, après tu passes dans le tribunal, tu restes, bien sûr. C'est la vérité. Mais c'est le coût d'un contrôle et d'un très mauvais contrôle. Alors après, aux parlementaires, aux législateurs de choisir ce qu'il fait. Moi, effectivement, j'ai ma position sur l'immigration, mais je veux pas. Tu peux la dire. L'idéologie. Open border. Je suis un open border. Je pense pas que quelqu'un d'où qu'il vienne et qui veuille faire quelque chose de sa vie soit gênant, effectivement. Dès lors qu'il respecte les droits fondamentaux. Non. Arrête, je te connais. Mais tu peux me qualifier d'open border. Moi, je me qualifie pas d'open border. Je te dis juste que il veut pas de frontières du tout. Le tout le monde puisse venir, sortir. Je te dis. Non, de toute façon. Alors. À la base, je suis désolé. On est des êtres humains. Qui est l'État ou qui est. Non, mais c'est la vérité. Pour nous réduire. Petit violon du monde. Je sais, écoute, je suis d'accord. En termes de sécurité, on est totalement d'accord. Mais cette idée de restriction de déplacement pour l'être humain. Il y a un truc qui s'appelle des pays, il y a une volonté des peuples. Je suis désolé. Attends, bordel. Moi, je ne comprendrai jamais pourquoi un Français. Je ne comprendrai jamais pourquoi un Français peut se rendre aux États-Unis ou même en Laponie sans aucun problème. Pour aller aux États-Unis, c'est pas la fête du slip. Et qu'un Africain, par exemple, ne puisse quasiment pas du tout voyager, quoi. Lui, quand il voyage, c'est quand il va de Mali, de Tombouctou à une autre ville malienne. Il faut un visa, hein. Oui, non, mais bien sûr. Du slip, on peut pas se balader comme ça dans le monde. Tu sais très bien qu'on a beaucoup plus de facilité. Des gens hors sol, on n'est pas tombé du ciel comme ça. Il y a des pays, des nations, des peuples. Non mais Garen, je te réponds juste à deux choses. D'abord la première chose, oui, il y a des pays, il y a des nations, etc. On est des colonisateurs et on parle comme ça. Il me semble que l'immigration. Non mais c'est vrai ou pas? L'immigration arabe. Non mais c'est vrai, on est des colonisateurs. On a colonisé le monde entier, la France. Mais tu parles de trucs qui étaient il y a 1500 ans. Tu veux dire 300 ans. C'était pas il y a 1500 ans. De quoi? Allez, je vais te répondre à la Arabes, c'était dans les années, c'était le 7e, 8e, 9e, 10e siècle. Et puis tu parles de traite, c'était pas une traite. C'était pas. Ils castraient même les Noirs, les Arabes. Vas-y, toi, t'es légende urbaine, mais n'importe quoi. Mais bien sûr que oui. Mais Garel, on va pas refaire ce discours-là, s'il te plaît. L'esclavage est devenu. L'esclavage arabo-musulman était la plus dure. Mais jamais de la vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? D'ailleurs, il l'a connu. Attends, excuse-moi. Garel, tu peux te taire 2 secondes. Quand est-ce que l'esclavage a commencé à devenir noir, déjà, pour commencer? C'était pas au 7e, au 8e, au 9e, au 10e siècle. C'est à partir de 1300 ou 1400 que les noirs esclaves ont passé comparé aux blancs. Tu peux pas prendre en référence l'esclavage qu'il y avait, même dont on a parlé. Il y a même certaines personnes qui ont dit que c'était un bon esclavage parce que ils récupéraient le nom de leur maître à la fin de leur vie, généralement. Donc, les musulmans, même il y avait ce truc qui disait que voilà, s'ils apprenaient à lire. Donc, tu peux pas comparer ça avec la traite qu'il y a eu de la part des Portugais et des Européens au 14e et 15e siècle où ils venaient, ils les chassaient au lasso et qui les faisaient se reproduire comme des vaches uniquement et qu'ils avaient une expérience de vie de 15 ou 20 ans.
Non, mais arrête, s'il te plaît, tu sais très bien que... Je savais pas que t'avais invité Zemmour, frère. Pourquoi? Non, mais j'aime pas quand tu biaises les idées et après on perd du temps, on est obligé de rappeler certaines choses. Je biaise pas, vous avez juste tapé traite arabo-musulmane. Non, vous avez juste à regarder un documentaire sur Arte qui s'appelle Les routes de l'esclavage. Et alors, il n'y a pas mieux que je pense en termes d'objectivité. L'objectif Wikipédia est bien plus objectif qu'un documentaire. Dès qu'on met arabo-musulman sur un truc, non mais lui il adore ça en plus. Je vais pas rentrer dans le jeu de Garenne parce que je sais un peu ce qui se passe là-dessus. C'est ta faute. Juste un truc. En fait, l'immigration, c'est une histoire qui a toujours existé d'abord, pour commencer. Donc, mais c'est mortel l'immigration. Et est-ce qu'on peut dire un truc, c'est que globalement, en France, c'est mortel. Non mais c'est mortel, c'est bien, tu vois, dans le bon sens. Tu veux pas parler toi un peu? Et en France, c'est 8%, c'est 8% depuis le début du XXe siècle. D'accord. Alors qu'est-ce qui dérange aujourd'hui? Enfin, dans les choses franchement. Pourquoi aujourd'hui? Parce que c'est pas les mêmes. Voilà. De toute façon, c'est pas le sujet. Lui, il adore parce que il adore parler de ça. Je vais recentrer un petit peu le débat et vous poser une question, Jean-Baptiste. Est-ce que vous pensez justement dans cette répartition budgétaire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est la répartition dont la France va avoir besoin pour régler ses problèmes? Quand on donne par exemple, bon ok, l'enseignement c'est bien, il faut que nos enfants, mais quand on donne par exemple aussi peu à des ministères qui vont avoir besoin de beaucoup de moyens, comme par exemple, on a dit la santé ou plus spécialement les hôpitaux par exemple, qui vont avoir encore une baisse budgétaire qui a été votée pour 2020. Est-ce que vous pensez que cette répartition, elle est juste en tout cas? Vaste débat. Bon, on va faire des missions. Ouais, salut. Alors sur les hôpitaux, je pense qu'on peut dire la même chose que sur l'éducation nationale. On en met toujours plus et c'est toujours aussi mal organisé parce qu'encore une fois, on a ces problèmes de. En France, on adore faire des couches administratives parce qu'il y a un grand inconnu, un aspect des choses dont on ne parle pas ici, comme très essentiel en France en termes de dépenses publiques, c'est les collectivités locales. Les collectivités locales, vous pouvez vous imaginer le nombre de couches administratives qu'on a. Ça fait un burger comme ça. Tu rajoutes la France, l'Europe. Vous parlez des institutions en fait, des différentes. Payer les fonctionnaires, communes, intercommunalités, on va dire canton, même si région, etc. On a la même chose dans les hôpitaux où il y a des strates, où il y a le ministère de la Santé, après il y a les agences régionales de soins, etc. Après les hôpitaux qui n'ont là non plus pas beaucoup d'autonomie de gestion. Donc on met du fric. On est bon en France pour plein de trucs, mais là, d'un point de vue organisationnel, il y a trop de structures, et puis il y a des gens, et les structures bouffent du pognon. On parlait tout à l'heure de Paris. Il y a un chiffre moi, que j'aime bien, c'est sur les subventions aux associations. Je ne vais pas vous dire qui touche quoi, etc. Je le mets dans le bouquin. Mais il y a un truc qu'on oublie tout le temps, c'est quand il y a une dépense, c'est le coût administratif de cette dépense. Il y a 10 ans, Delanoë avait demandé une enquête pour savoir à la mairie de Paris combien coûtait le traitement d'une seule subvention allouée à une association. Donc le coût, c'était 1 200 € pour une association. Donc imaginons l'association des Amis de la rue du Quédic reçoit une subvention de 100 €, elle aura coûté au contribuable 1 200 € parce qu'il y a des fonctionnaires qui ont bossé sur le truc, etc. Ça, c'est des chiffres qu'il faut avoir en tête. C'est un fameux adage bien connu, ce qui se voit pas et ce qui se voit, ce qui se voit pas. Mais c'est ça, c'est ce genre de petits trucs que nous, contribuables, français moyens que nous sommes tous, devons avoir en tête parce que... Oui, mais il y a par contre, pour parler de la mairie de Paris... C'est une mairie de gauche qui a fait cette enquête. Enfin, moi, je ne me considère pas de cette gauche-là, en tout cas. Mais voilà. Du 13e, c'est ça? Non, moi, je suis de la France Insoumise et du 13e, mais je ne considère pas que la gauche Hidalgo, soi-disant gauche, me représente. Donc, je suis à l'aise avec ça, je ne participe pas à leur majorité, ni rien du tout, donc je suis très tranquille. Et donc, du coup, non, mais là, par contre, pour abonder, dans ton sens, parce que je suis d'accord sur une partie, sur la question des subventions, en fait, effectivement, de la mairie de Paris, il y a des subventions qui sont hallucinantes. Alors j'ai parcouru rapidement ton bouquin. Oui, j'en ai mis 6, mais vous allez sur notre site internet, il y a des tonnes. PSG, la fondation avait vraiment vachement besoin d'argent en fait. Ça en aura donné des millions. Oui, en fait, ils ont une fondation pour les enfants et du coup, la mairie de Paris a filé du. Mais c'est des arrangements. Autre exemple, oui, parce que je pense pas qu'ils ont besoin. Oui, bien sûr, on a fait des papiers sur le sujet. Grand producteur de musique. Centaines de milliers d'euros qu'on donne par an en fait à Europlace, qui est en fait un organisme officiel du CAC 40. Ils ont vachement besoin d'argent aussi. Alors vous, la France Insoumise, vous estimez par exemple ce genre de dépenses à combien dans le budget de l'État? Ce genre de dépenses, ce genre de gaspillage. Est-ce que vous avez un chiffre? Par exemple, je sais que vous en avez un chez Contribuables et Associés. Si demain vous êtes au pouvoir, vous promettez d'économiser en tout cas de combien d'argent? Non, mais je pense en fait il faut avoir une vision globale de la chose. Parce que effectivement, je ne suis pas incapable de donner un chiffre là aujourd'hui pour donner un chiffre. Mais par contre, il y a des choses, que ce soit par rapport en fait au choix budgétaire qu'on fait,
on va dire, aux priorités de l'État pour aller aussi augmenter les recettes de l'État. J'ai donné tout à l'heure quelques exemples où on pense qu'il y a aussi une question de justice sociale, justice fiscale, mais il y a aussi la question du train de vie de l'État, entre guillemets. Je sais pas si on a prévu d'en parler c'est là tout de suite. Là. Mais voilà, je vais laisser pour tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi dans les dépenses sanctuaires, dans le type de république qu'on a envie, et moi je ne suis pas pour une république monarchique telle qu'on a aujourd'hui. Et là on est dans le symbole, ce qui est important, même si c'est parce que exactement. C'est pas ce qui coûte le plus cher, ça coûte très cher. Mais ça fait mal. Tout à fait. Ça coûte très cher. Là, pour rebondir sur ce que disait Raphaël, parce que là en fait on est sur des grandes sommes, on est sur des milliards et des milliards. C'est vrai que c'est des dépenses hallucinantes. C'est pour ça que. Mais en fait, le français moyen, c'est quand il va voir l'élu ou je sais pas, ou un haut fonctionnaire qui va s'embourber 10 000 euros. Là, ça va nous parler. Bien sûr. Le mec qui va piquer 500 euros, ça nous parle parce que nous, c'est notre vie à nous. C'est ça. Mais donc oui, effectivement, on va dire par exemple le budget de l'Élysée, c'est que dalle par rapport à des dépenses qui sont énormissimes, quoi. Mais c'est symbolique, quoi. Quand on fait la moquette, on change les couverts, on fait les assiettes. C'est pour ça qu'Édouard Philippe, quand il a parlé du Sénat ou de l'Assemblée, du Sénat, je crois, quand il a dit que c'était 1%, parce que ce que coûtait le Sénat et le gouvernement, c'était à peu près 1 milliard. Voilà, donc c'était 1 euro. Mais 1 pour 1000, pardon. Oui, c'était 1 pour 1000. 0,1% des dépenses totales. Oui, voilà, c'est ça, c'est 1 pour 1000. Mais enfin, le milliard qui va être dépensé, et quand on connaît, on va en parler juste après, mais certaines retraites d'anciens présidents, certains salaires de parlementaires, certains salaires de députés, certaines retraites de certains sénateurs aussi. Ce genre de chiffres choque l'opinion publique. Moi, on me dit juste, par exemple, que Brigitte Macron a coûté, je sais pas, 600 ou 700 000, on va donner les chiffres juste après, l'année dernière. Moi, déjà, ça me choque. Parce que les gens comprennent ces chiffres. Quand tu dis 600 000 euros, le mec il comprend. Tu lui expliques 21 milliards, il comprend pas ce que c'est. Normal. Vas-y, Christophe. Tu voulais rebondir là-dessus. On raisonne sur des tellement gros chiffres sur lesquels juste aucun d'entre nous n'avons de prise qu'on est sur des débats mais absurdes. Si on imagine, ne serait-ce que, c'est quoi, 80 millions, une centaine de milliards pour l'éducation. 80 milliards, 72 milliards. 72 milliards. Si celui-ci était divisé entre les régions ou les communes, ou enfin un échelon beaucoup plus rapproché, avec un maire qui serait responsable même de ce budget-là, ça veut dire que comme au Danemark par exemple. Voilà, l'électeur serait directement en prise pour peser, pour dire oui mais j'ai pas envie que ce soit comme ça, je préfère que ce... et en fait chacun pourrait parler de quelque chose. Oui, c'est un problème de démocratie qu'il connaît, avec lequel il a un contact. Totalement. Et là on est juste en train d'avoir une discussion stratosphérique à la française. Je peux avoir juste une remarque là sur le le small is beautiful. Vous savez, là maintenant, il y a eu la naissance ces 10-20 dernières années des intercommunalités. Oui. En gros, maintenant, toute commune est dans une interco. Et énormément de communes qui ne voulaient pas être dans un interco, on les a obligés, par exemple, Aix-en-Provence, qui a été forcé par le préfet d'être avec Marseille, ou dans la Drôme, il y a des cas comme ça. On se rend compte, en fait, on le savait avant, d'ailleurs. C'est des choses qu'on dénonçait déjà il y a 10 ans à la Contrée associée. On voyait comment les choses allaient tourner. Mais maintenant, on a plus d'études qui démontrent que les intercommunalités sont beaucoup plus dépensières que les communes. En gros, les petites structures, parce que justement, il y a une proximité avec le citoyen, parce qu'en gros... L'exemple de la Suisse, un peu. Oui, exactement. Ça, la démocratie directe, ça, c'est encore un autre poème. Direct, c'est direct. Mais pourquoi ? Parce que le maire, il a en gros du petit village, il est à portée de main ou de coup de poing, on va dire, de son électeur. Il y a une proximité, les mecs s'échangent. D'ailleurs, dans les petits villages, les mecs, souvent, ils sont bénévoles, ils touchent que dalle. Parce qu'il faut rappeler tous les élus qui ne sont pas rémunérés en France. Et puis, on tape sur les élus, mais on a des centaines de milliers d'élus en France maires qui touchent pas. Bien sûr. Et qui sont emmerdés tous les jours. C'est un sacerdoce. Et puis les maires, au niveau de l'opinion publique, c'est ceux, en tout cas, qui ont la moins mauvaise... qui se représenter en plus. Oui, exactement. C'est dur pour, je crois, pas loin de 50% des maires qui veulent pas... On va prendre un petit exemple donc, sur ces différentes dépenses. Donc, l'Assemblée nationale, par exemple, c'était 517 millions. Le Sénat, 323 millions. La présidence de la République, 103 millions. La chaîne parlementaire, d'ailleurs, ça, je me suis posé des questions. La chaîne parlementaire, 34 millions. On parle de la chaîne de télé, 34 millions. La chaîne parlementaire. Il y a Public Sénat aussi. Exactement. 34 millions pour les voir dormir à l'Assemblée, c'est quand même quelque chose. Le Conseil constitutionnel, 12 millions. Et puis, je vais mettre donc on parlait de Brigitte Macron, et puis je vais un petit peu plus étayer. Donc, selon le rapport de la Cour des comptes qui nous a été révélé en mai dernier, 280 000 euros, c'est ce que nous coûterait Brigitte Macron. Alors qu'en fait, ce chiffre est biaisé parce que ce montant correspond uniquement à la rémunération de son équipe, donc 4 personnes. Elle a 2 conseillers et 2 secrétaires.
faut savoir que Brigitte Macron, tu veux dire quelque chose? En fait, ce qui est honteux avec l'histoire de Brigitte Macron, c'est qu'elle n'a aucun poste officiel. Oui, c'est ça. Qu'elle touche de l'argent de l'État alors qu'elle n'a aucun poste officiel. Alors apparaître la femme du président, donc c'est pas un poste, donc femme d'eux. Hein. Donc elle a une assistante aussi qui est chargée de la vie sociale de l'Élysée. Donc par exemple comme la gestion des cadeaux de la présidence ou les invitations au déjeuner, dîner avec le président. Alors. Il y a aussi une coiffeuse maquilleuse. Alors c'est ça, c'est l'histoire de la coiffeuse maquilleuse qui coûte 5 200 € par mois. Donc je vais être juste, c'est pour Brigitte. Le coiffeur de Hollande, c'est pour Brigitte. 10 000 € par mois. C'est pour Brigitte. Par mois, je sais pas combien elle est payée, mais si elle est freelance, enfin déjà faut enlever ses charges. Exactement. Non, mais attends, on parle de ce que ça coûte à l'État. Combien il y a de freelanceurs? Oui, mais non, mais combien il y a de freelanceurs qui gagnent beaucoup plus que ça parce que c'est le prix d'une mission. Non, ce qui était honteux, c'était le coiffeur de François Hollande qui touchait 10 000 € par mois. 9 895 €. Ouais. Non mais voilà. Hollande, je vous rappelle qu'il est chauve. Hein. Laisse-moi. Je vous rappelle qu'il est chauve. Il est aussi chauve que toi, t'es pas gentil. Mais qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi 10 ans. Vous avez pas la même coloration, mais vous avez les mêmes implants. Alors, donc juste pour terminer, pour faire un petit comparatif. Donc, selon VSD, en 2013, l'ancienne donc Ségolène Royal, pas que Ségolène Royal, pardon. Si, c'était 80 000 € par mois, donc 960 000 € par an. Carla Sarkozy, elle, c'était 720 000 € par an en moyenne. Et Valérie Trierweiler, qui était, elle, à peu près à 240 000 €. Celle qui a coûté le plus cher, c'est Bernadette Chirac. Oui, Bernadette Chirac. Alors, Bernadette Chirac, c'était 80 000 € par mois. Avec ses pièces de cheveux, la permanente. C'était 80 000 €. On fera 10 000 balles par mois pour Bernadette, pas pour François Hollande. C'était 80 000 € par mois, oui, c'était beaucoup plus cher, mais bon, rien à voir avec la femme, par exemple, de notre bon vieux général de Gaulle. Exactement, la tante Yvonne, oui. La tante Yvonne qui coûtait rien du tout et dont la légende voudrait qu'elle allait même dans les étages de l'Élysée pour éteindre les lumières et faire des le Charles de Gaulle payait la facture d'électricité tous les mois. Oui, vas-y. Là-dessus, moi, je pense qu'effectivement, c'est une question de bon sens. Après, ce que j'aimerais quand même insister sur quelque chose, parce qu'il ne faut pas non plus, parce qu'on parle souvent des députés, des sénateurs, etc. Et comme tu le disais, on oublie souvent en fait qu'il y a un tas de personnes qui font partie en fait des maires, de petits villages, de petites villes, ou même à Paris. Vous savez qu'un conseiller municipal, je ne parle pas de conseiller de Paris, conseiller municipal, il prend zéro. Il y a aussi des députés et sénateurs qui font du bon boulot. Mais ce que je veux dire là-dessus, juste je pense qu'on peut être d'accord là-dessus quand on parle dans l'antiparlementarisme non plus. Le Parlement, il sert aussi à quelque chose. Il faut aussi rester là-dessus. Par contre, tout à l'heure, mais voilà. Par contre, moi, je pense qu'effectivement, il y a des privilèges en fait qui aujourd'hui sont inacceptables. On a fait une première abolition des privilèges lors de la Révolution française, mais je pense qu'il en manque une deuxième. Et après, en fait, le sujet, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de tout ça? Alors, moi, j'ai noté un certain nombre de choses. Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour faire son boulot de député? Moi, je pense qu'effectivement, il faut gagner suffisamment bien sa vie. Il faut avoir un statut d'élu qui n'existe pas dans ce pays aussi, pour pouvoir aussi permettre à des gens qui ne sont pas forcément de la même sociologie que ceux qu'on voit habituellement en fait à l'Assemblée nationale, d'avoir aussi des mandats électifs, de pouvoir se présenter, de pouvoir aussi exercer. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, moi je note par exemple 19 000 € en fait, pour des frais de taxi annuels. Oui. Bon, 15 000 € pour des députés. 15 000 € pour s'équiper en informatique. 15 000 € pour s'équiper en informatique. Et tous les 5 ans, ils jettent tout le matériel. C'est quoi comme type de chiffre? C'est pour un. C'est une par moyenne. 19 000 € c'est par an. Parce que comme il y a une enveloppe parlementaire pour chaque député. Alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Non, ça c'est en plus. L'enveloppe de 7 000 €. Et d'ailleurs, tous les 5 ans, ils jettent tout le matériel informatique de l'Assemblée nationale. Je sais, j'ai vu de mes yeux. En gros, le député récupère le matos, il le jette à la poubelle. Non, je l'ai pas récupéré, mais j'ai vu ce qui est passé. En gros, les ordi, tout ça, ils balancent, ils s'en foutent. Stan, je vais te poser une question. Est-ce que tu trouves que c'est normal 800 000 € par an, par exemple, pour Brigitte Macron? Non, mais ça, moi je pense que. Désolé, je suis un peu fatigué. Vas-y, c'est pour ça que je te donne pas trop la parole. Merci beaucoup. Non, moi ce que je trouve scandaleux en fait, c'est que justement une femme comme Brigitte Macron, elle ne fait rien et elle travaille pas. En revanche, pour le coup, concernant. Comment? Oui, se taper Macron, c'est. Non, mais évidemment, il y a une mission de représentation, etc. de sa part, mais je suis pas sûr qu'elle mérite autant d'argent pour sa mission. Alors qu'en revanche, je trouve pas que le salaire forcément des députés soit scandaleux. Je pense que les députés, les sénateurs bossent énormément. Enfin, je pense que certains bossent énormément. Et le problème, c'est pas tant l'argent qu'on leur donne, c'est le fait qu'ils branlent rien. Et ça, le vrai problème, on devrait les inciter à plus bosser et pas forcément moins les payer. Si on va avoir une assemblée, un parlement en règle générale compétitif, il faut que les salaires soient aussi attractifs. Sinon, on va se retrouver avec des gens qui refusent les postes, qui refusent de se présenter, et on n'aura pas une assemblée nationale et un Sénat compétitif en fait. Alors, je vais passer juste. Oui, vas-y, Stan, vas-y. J'en profite pour rattraper, donc j'ai 1h30 de retard sur tout le monde. Non, pardon. Il a rien dit depuis. Non, mais même sur l'islam, j'ai rien dit parce que là,
Quel connard. Sur son visage se déformer plusieurs fois. Merci Stan pour cette intervention. Tout de suite le point route avec Malik. Merci. Non, et justement, évidemment, et c'est pour ça, je sais pas ce que tu vas dire, mais en règle générale, bien sûr, c'est hyper important que la France ait un statut et que quand on reçoive des pays étrangers, des ambassadeurs, ça, faut qu'on ait une certaine prestance, on a un certain statut à tenir. Il faut que les gens soient bien reçus. C'est hyper important pour moi que l'Elysée soit un endroit somptueux où quand les chefs d'État arrivent, on mange bien, on soit bien reçu, etc. En revanche, voilà, ce qui est scandaleux, c'est le coiffeur de François Hollande, c'est celle de la maquilleuse de Brigitte Macron, même si encore une fois il y a du boulot, je pense, à faire, etc. Et non, mais voilà, il y a des choses qui me semblent honteuses, mais inversement, on ne doit pas diminuer, je pense, les salaires des parlementaires, sinon on n'aura pas un parlement efficace, etc. Donc il y a plein de choses comme ça, il faut arrêter de démagogie. Et juste, je suis bien d'accord, et encore une fois, j'en suis la preuve, je suis pas un expert du tout, ni économique ni rien, mais c'est vrai que les chiffres, les sommes astronomiques parlent à personne. Et c'est pour ça qu'on tape justement sur les gens, genre 10 000 € dans les caisses, une chemise ou un costume, mais en réalité on s'en fout. Il faut arrêter de tomber dans la démagogie. Mais non, mais voilà, mais bien sûr, non, mais la costume de Fillon, c'est une honte de taper là. Mais même Rugy, comment ça, c'est pas une honte. On lui a offert un mais si, ah oui, tu parles de ces costumes. L'affaire Rugis, etc. C'est pareil. C'est bien la seule chose qui est honteuse pour lui taper dessus. Il y a d'autres trucs qu'on peut taper. Il y a que ça. Mais en réalité, moi je trouve ça c'est bête de s'attacher là-dessus. Et évidemment, ça parle aux gens, mais c'est de la démagogie. Faut pas tomber dans la, faut pas faire de la politique pour de la symbolique en fait. On veut pas dire c'est choquant, donc je vais faire des règles dessus en fait, des lois dessus. Alors Christophe, je te laisse répondre à ce que vient de dire Stan, mais il faut juste que tu saches que pour l'opinion publique, cette enveloppe dont tu parles, les parlementaires, il faut pas leur baisser leurs ressources, mais cette enveloppe de 7 500 € par mois, je te le dis, c'est une des enveloppes qui va avoir la moins bonne tribune au niveau de l'opinion publique. Hein. Parce que les mecs, on sait ce que ça paye des attachés parlementaires. Je te laisse certains qui sont même pas payés, enfin qui sont à payer au-delà du SMIC. Je te laisse répondre à ça justement. Je te dis juste qu'elle a très mauvaise presse. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire, qui rejoint en plus. C'est sympathique parce que ce qu'on appelle avec un gros mot la subsidiarité fait se rejoindre les deux pôles et les conservateurs. Et c'est d'ailleurs très logique intellectuellement et c'est très bien. Mais pour revenir au sujet, c'est un peu gros la ficelle quand même. Mais bon. Pour en revenir au sujet des parlementaires, moi je pense qu'on ferait mieux d'en avoir un peu moins. Je me focus sur l'Assemblée nationale et chacun ayant une enveloppe plus importante, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la loi est très compliquée en France. Quand vous êtes élu, et en plus quand vous venez, vous avez un travail avant, par exemple comme toi, tu arrives, tu connais pas grand chose, tu as été élu par ton parti, tu comprends rien à la mécanique réglementaire et tu es à la merci de l'administration. Ce qui se passe aujourd'hui, on entend dès la semaine dernière des députés La République En Marche se plaindre de dire qu'ils n'avaient rien à faire. Pour être suffisamment fort, toi comme député qui a un agenda incroyable, du matin au soir, t'es partout, t'as plus le temps de réfléchir, il vaut mieux avoir réfléchi avant d'être élu d'ailleurs. Il te faut du monde pour travailler la technicité de tes textes et pour être en capacité de soutenir tes idées, sinon tu ne le feras pas. Et avec 7 000 €, c'est pas en la question, 3-4 voilà. La question, Jean-Baptiste, que je veux vous poser, ok, on a compris, 7 000 €, mais peut-être qu'avant d'augmenter leur enveloppe, il faudrait déjà que on arrive en tout cas nous à voir le travail qu'ils font. On a un gros problème, on a l'impression quand on allume par exemple la chaîne parlementaire, c'est pas là qu'il travaille. Mais les gens, peut-être qu'ils sont nés pour s'en foutre, certains, c'est pas le problème. C'est à l'État d'informer, et de dire tout est public. Tous les travaux parlementaires sont publics. C'est juste que les gens s'en battent les couilles. Non, pas du tout. Quand tu vas, excuse-moi, est-ce que tu as envie de lire est-ce que tu as envie de voilà justement, peut-être. Bah non, mais peut-être pas des BD, mais ils sont. Regarde, c'est des pros comme contribuables qui sont là pour lire les rapports parlementaires. C'est des pros pour faire des petites vidéos totalement ridicules sur fond vert pendant leur campagne. Alors pourquoi est-ce qu'ils prendraient pas, par exemple, juste 5 minutes pour nous expliquer ce qu'ont fait les parlementaires au lieu de nous diffuser la chaîne parlementaire en direct, tu sais. Ils nous disent comment vivre et ils nous disent comment dépenser notre argent. 10 ou 15 minutes, par exemple, j'allais dire 10 ou 15 000, je suis dans l'oseille à fond. 10 ou 15 minutes d'explication d'un petit résumé de ce qui s'est passé dans la journée. Par semaine, par jour. Bah oui, dans la journée. Mais déjà, tu ferais ça une fois par mois. Mais il y a 35 millions d'euros pour la chaîne parlementaire. Donnez-les-moi, moi je vous fais des résumés de 10 minutes. Non, mais les gens regarderont pas. Jean-Baptiste Léon. Non, mais c'est vrai que je dois dire que je suis moins anti-parlementariste que j'ai pu l'être. Parce que ça fait. C'est vrai. Tu veux te présenter, c'est ça? Non, absolument pas. Non, je sens pas le truc. Non, ça fait plus d'une dizaine d'années que je fréquente des députés, des parlementaires, surtout des députés. Et ils te payent la bouffe, Annie? Non, jamais. Pas une seule fois. J'y tiens. Les pinces. Et
Déjà un petit mot sur les sénateurs, il y a un truc qui m'avait marqué, il y a un ancien sénateur qui avait écrit un bouquin il y a quelques années qui disait qu'en gros un tiers des sénateurs il n'y a qu'un tiers des sénateurs qui bossaient. Je pense que ça c'est vrai. Je pense que le ratio, on peut peut-être le faire pour les députés, on peut dire la moitié, un peu plus. Mais effectivement, les députés, il ne faut pas se fier uniquement à ce qu'on voit dans l'hémicycle, hein, les questions gouvernement où les mecs sont pas là, ils bossent énormément en commission en fait. Après, qu'il y ait des bras-le-tringues, qu'il y en a qui font rien, il y en a un paquet aussi. Sur lesquels on va mettre la lumière généralement. Mais il y a du vrai boulot. Hier, il y a un rapport qui est sorti sur les énergies renouvelables qui est passionnant. Il se passe des trucs. Alors moi j'ai aucun problème avec le fait qu'il se passe des choses, mais en tout cas la répercussion de ces choses-là sur le citoyen moyen. Je vais vous dire, non parce qu'il y a. À part augmenter les taxes, on ressent pas grand-chose. Non, parce qu'il paraît-il il y a une éducation civique en France, je sais pas ce que ça donne, mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est peut-être dans le budget d'ailleurs. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe. Camille, si je peux dire. On sent la banane généralement au niveau de notre oui voilà, mais c'est vrai que on ne sait pas ce qu'ils font. Mais les élus sont les premiers responsables. Puis quelque part, comme dit Garen, juste une chose, parce que en fait, je disais tout à l'heure effectivement qu'il faut. Raphaël Knouch, France Insoumise. À l'antiparlementarisme, etc. Mais après, moi, je pense aussi une question, c'est quel type d'institution en fait on a envie. Parce que nous, on défendait aussi le principe d'avoir une 6e République, qui soit plus monarchique, etc. Ça, c'est cohérent, y compris c'est cohérent. Davantage monarchique. Moins monarchique. Je disais, y compris le discours que tu tiens tout à l'heure, il est cohérent. C'est-à-dire 1000 feuilles administratives depuis tout à l'heure, tu nous dis, et réduire le nombre de parlementaires. Bon, c'est du Macron tout craché. On n'a rien inventé. C'est exactement ce qu'il fait. Non, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense pas qu'il faille moins de démocratie. Je pense qu'il faut plus de démocratie. Donc moi, je pense pas. Plus de démocratie. Mais ça passe aussi par des députés, parce que quand on prend par exemple le cas de d'une région où peu peuplée aujourd'hui. Je prends par exemple le Limousin, etc. C'est-à-dire que pour avoir un député, il faut aller se taper 400 bornes ou 500 bornes. C'est ça en fait aussi. Oui, bien sûr. Après, je veux dire juste, je termine sur une chose sur la question en fait du travail des parlementaires. Je veux dire, il y a une question qui, alors je comprends que et ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait il faut que les citoyens aussi s'emparent de la chose publique, s'intéressent à la politique, etc. Mais ça c'est le travail en fait de toutes les personnes qui interviennent dans ce champ, des militants que nous sommes, etc. Mais je veux dire, tout est public, tout est transparent aussi. C'est sur le travail des parlementaires. Moi je suis fier d'appartenir à la France Insoumise, qui a le groupe le plus actif de l'Assemblée nationale, alors qu'ils sont que 17. Vous pouvez voir sur le site, vous pouvez vérifier. Donc moi j'en suis fier. C'était le truc que je devais glisser. Allez, c'est obligatoire, sinon il se fait virer. Non mais c'est ça. Tu sais, c'est le problème que j'ai avec les politiciens. Généralement, tu leur poses une question, ils se retrouvent à t'en répondre à une autre, et il y a toujours les petits messages comme ça qui nous font perdre du temps. Mais c'est pas grave. Tu m'as répondu. Qu'est-ce que tu voulais dire, Garen? Non, rien du tout. J'ai juste une petite remarque par rapport à ce que disait Raphaël quand il parlait du député du Limousin. Il faut savoir un truc qu'on ignore, parce que évidemment on peut pas le savoir si bref, c'est qu'un député un député n'est pas là pour représenter les gens de sa circonscription. Quand t'es député de la nation, donc t'incarnes le pays entier, c'est-à-dire en gros t'es au-dessus du truc. Mais personne ne le conçoit comme ça. Tu dois voter la loi, toi, c'est un truc presque sacré. Il y a un autre aspect aussi du boulot des députés qui ne peuvent pas faire faute de moyens, c'est le contrôle de la dépense publique. Ça, ils n'ont pas le moyen de le faire. Moi, il y a un moment, j'avais une petite marotte, c'était de lire le grand rapport qui donne toutes les subventions de l'État, des ministères aux associations. Donc les députés sont censés avaliser ce texte, voter et dire ouais on est d'accord, on n'est pas d'accord. En fait les mecs ils reçoivent 2 ans après que ça a été voté le document, quoi, tu vois. Donc et ils l'ont voté au préalable. Non, c'est passé comme ça. Il y a tellement de trucs. Il y a le vote du budget. Il y a le vote du budget, mais c'est un document. Je voudrais qu'on avance avec les exemples parce que c'est déjà quasiment la fin de l'émission. Les anciens présidents, 2,5 millions d'euros par an. Oui, mais Garen, tu peux hausser les sourcils autant que tu veux. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont dans la rue depuis presque 1 an, qui demandent de faire. Alors, laissez-moi juste terminer, ensuite vous pourrez me répondre. Qui demandent justement de faire attention quand on voit, mais même les anciens premiers ministres qui gardent des chauffeurs, des exemples, il y en a partout. Sarkozy qui coûte 900 000 euros par an. Valéry Giscard d'Estaing qui s'accroche et qui 142 ans. Non mais attends, il a été président en 73. Tu m'étonnes que le gars puisse s'accrocher avec les rentes qu'il a, qu'on lui paye, et qu'il puisse écrire des livres où il raconte qu'il a pécho la princesse Diana. Non mais sérieux, ça peut lui laisser du temps. C'est Marlène Jobert. Je suis désolé que ce soit 10 000, 100
ou 1 million d'euros, c'est énorme. Pourquoi ces gens-là qui, comme on dirait chez moi, tu vois, qui n'ont pas de problème, la baisse pour eux, tu vois, ils n'ont pas de soucis. Pourquoi est-ce que ces gens-là, on continue à les entretenir à coup de liasse de 100 euros tous les mois? C'est pour ça qu'en fait, je disais tout à l'heure, il y a la question effectivement. Alors attends, Raphaël, parce que Malik veut parler, c'est sa première intervention. C'est une intervention claquée en plus. J'ai pas votre cerveau moi, mais j'ai juste un truc à dire. Mais je comprends pas un truc. Comment les politiciens ils arrivent pas à voir ce qui se passe vraiment dans la rue ou dans les quartiers, par exemple? Non, mais ils le voient pas des fois, ou peut-être ils font semblant de se fermer. Je sais pas, ils ferment les yeux. Mais par exemple, le film Les Misérables de la Djili qui est sorti il y a pas longtemps sur les quartiers, Macron l'a vu et il a dit je vais faire des choses pour les gens des quartiers. Tu vois dire déjà, faire des choses. Macron l'a vu, je pense, sous la contrainte de sa femme, parce que la première invitation, la Djili lui a faite pour qu'il vienne voir le film en banlieue, il a refusé. Quand il a été nommé aux Oscars, c'est à ce moment-là que Macron a dit oh punaise, c'est un film super bien, parce qu'il sait que voilà, il va voyager, il va gratter. Chez les libéraux, ça s'appelle un effet d'aubaine. Non mais vraiment, peut-être qu'il va gratter un billet d'avion de la part de Trump sur ce coup-là, on sait pas. Hein, mais moi ça me fait chier de voir des gens comme ça. Mais ils vont tous partir aux Oscars. Même des gens à la télé parler, des députés, des je sais pas quoi, qui disent moi j'ai grandi en banlieue, je connais. T'as rien grandi en banlieue. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend la merde. Aujourd'hui, grâce au film Les Misérables, tout le monde comprend la banlieue, tout le monde sait ce qui s'y passe et tout le monde veut œuvrer pour. On connaît très bien le discours, c'est toujours le même. Deux choses. C'est les marronniers. Je te jette en banlieue à 2 ans et tu vas voir si t'arrives à se. Non mais lui il meurt au bout de 5 minutes. Mais il meurt au bout de 5 minutes. Alors t'as même pas le droit de parler. Là je trouve c'est encore un peu de la démagogie. Oui, ils ont pas le droit de dire bon lui ils connaissent pas, je sais pas quoi. Enfin bref. Et je reviens sur, tu vois, ce qui me choque un peu dans ce que tu dis. Et j'en étais sûr, c'est que j'allais revenir dessus. Donc c'était un peu préparé. C'est ma seule intervention préparée de la journée. D'accord. Après ça tu t'en vas par contre. Ouais, ça je pars. Ça va être clair. Faut que j'aille me coucher. Mais après ça Guito, tu prends sa place. Non mais deux choses. Tu vois, là t'es choqué par les 2,5 millions des présidents. Là tu dis symboliquement c'est choquant. Mais quand là il y a 2 semaines j'ai 600 000 euros pour l'UNEF, là tu disais ouais non mais là c'est pas choquant pour les gens. Attends. Non, pas du tout. Non mais ça n'a strictement rien à voir. L'UNEF c'est une organisation. Un mec comme Sarkozy ou Chirac, etc. Ces mecs qui ont bossé pour l'État, ils ont donné leur vie pour ça. Et pour même s'ils n'ont pas forcément fait du boulot, je peux croire, je veux être de bonne foi, qu'ils aient bossé comme des malades, ils ont bossé toute leur vie pour ça. Et voilà, et c'est une retraite. Et les mecs, non mais c'est une grosse retraite. Non mais ça, c'est des gens qui ont énormément bossé. Une retraite, c'est une dotation. Non mais oui. On leur donne un pécule. Les chiffres, ils sont choquants quand ça arrange aussi. Et nous, à notre association, on a soutenu un député qui a déposé une proposition de loi. D'ailleurs, on est derrière cette proposition de loi. En gros, on l'a écrite et on a filé le truc au député, justement pour supprimer cette dotation, parce qu'on estime. Je t'adore, hein, Stan, mais je suis désolé. L'UNEF a pas 870 000 euros de frais en personnel, tu vois. C'est ce que représente. Leurs gars, ils sont payés aussi. Les trois. Non mais en fait, c'est une façon dire que justement la symbolique on le fait dire ce qu'on veut et qu'avant quand c'est un truc comme l'UNEF là c'est pas grave non pas du tout et quand c'est Fillon qui achète 20 000 euros j'ai jamais dit que c'était grave ou pas grave la dernière fois tu lui as demandé qu'est-ce qu'il faisait de ces 600 000 euros le gars il était pas et le gars c'était pas le trésorier de l'UNEF donc il pouvait pas te répondre et puis moi non plus j'ai pas cette réponse mais après ça c'est des subventions. Non mais il suffit de remplacer UNEF par Uni et ça va aller. Non mais attends l'Uni c'est justement l'Uni sont payés par des donateurs. C'est des subventions aux étudiants. L'Uni a de l'argent, l'UNEF en a aussi. Ils n'ont pas beaucoup de trop plan. Non mais bref, de toute façon c'est même pas le problème. Et puis moi je peux même défendre l'Uni s'ils ont moins d'oseille que l'UNEF. Pas de subventions aux entreprises, pas de subventions aux syndicats, pas de subventions aux associations, pas de subventions aux partis politiques. Je suis désolé. Pas de subventions à la presse. Voilà, exactement. Non mais c'est pas. On peut pas. Oui, non mais. Non, on n'est pas d'accord. Ah non, il est là. La France Insoumise n'est pas d'accord. Je peux répondre. D'abord en fait. Parce qu'il n'y a pas d'argent privé, tout est. C'était sur la symbolique. C'était sur la symbolique. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que en fait, la symbolique, il y a une grosse différence entre donner de l'argent à l'UNEF, qui est une organisation étudiante, et ces anciens présidents qui pour eux, enfin, on sait qu'il y en a aucun qui a des problèmes pour payer son loyer à la fin du mois, parce que de toute façon, c'est nous qui payons leur loyer. Donc, il y a une très très grosse différence. Oui, ils ont bossé. Mais excuse-moi, 5 ans, même si tu travailles 18 heures sur 24, je suis désolé, t'as signé, t'es le président de la République, t'es pas n'importe qui. C'est pas le délégué de l'UNEF. D'accord, je peux répondre. Là-dessus, non, en fait, pourquoi ? Ok, on vend l'argent aux associations, on vend l'argent en fait aux partis politiques, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'avant, ça n'existait pas. On va peut-être libérer les énergies ? Non, libérer les énergies. Alors là, c'est un langage tout macronien, tout craché. Vous ne la faites pas à moi. Mais par contre, ce que je veux dire, non, mais c'est la vérité. C'est ce que disent les députés macronistes, c'est ce qu'ils répètent à longueur d'antenne. Mais par contre, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer ? En fait, ça va être des gros groupes qui vont financer en fait les partis politiques qu'ils veulent. Et c'est-à-dire qu'ils vont. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas pendant les campagnes. Ouais, mais c'est déjà sauf qu'il y a des règles, il y a des seuils, il y a des choses, et des entreprises privées, en tout cas des personnes morales,
n'ont pas en fait le droit. C'est autre chose les seuils. Mais attends. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, les gens vont miser sur le parti. Tu veux me dire, c'est ce qui existe déjà? Non, moi je trouve super choquant, Raphaël, que tu vois que le contribuable, alors quelles que soient nos idées, tu peux être choqué par exemple que toi, ton pognon il aille au Front National ou tu vois, pareil, on s'en fout quoi, quel soit le parti. Mais c'est vrai, on finance des gens qui n'ont pas nos idées ou même on peut s'en foutre. Un parti ou une association, sa légitimité, c'est de vivre de son terreau, son militant. Tu vois, nous contre associés, on touche 0 subvention, on vit que des dons de nos membres, quoi. Pour moi, un parti politique, ça doit être ça aussi, quoi. Mais pourquoi le parti politique le fait aussi? C'est juste que... aussi, ouais, mais bon. Parce que le financement des partis politiques, c'est uniquement sur la base des législatives, par ailleurs. Oui, tout à fait. Mais ça a été mis en place, soi-disant, pour lutter contre les faits de corruption. Parce qu'il y avait des problèmes qui existaient. En ce moment, il y a un procès là. On est d'accord. Ça concerne le Front National, mais. Je veux dire, voilà, nous, en fait, cette question. Après, je pense qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé aujourd'hui, parce que en fait, les ronds-points, les œuvres d'art sur les ronds-points. Alors, parce que t'inquiète pas que j'ai les photos. Mais les ronds-points quand même. Je vais les envoyer, mon Rafa. Les ronds-points quand même, parce qu'en fait, c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé dans le pays aussi, parce qu'on parle des questions en fait de dettes, de gros chiffres que personne d'entre nous ne connaît, d'accord. Mais par contre, il y a aussi des gens qui sont sortis pour avoir un peu de quoi vivre. Et donc le mouvement des Gilets jaunes a marqué aussi. Ils voulaient moins d'impôts, moins de taxes. Et c'est transformé au final par plus de dépenses publiques. Non mais comme un mouvement rouge a dit moins d'impôts, moins de taxes, pas d'essence sur l'essence et tout. Non, mais moi je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Ça a fini en pire. Alors justement, on va rentrer, parce que j'ai envie d'aborder ce sujet. En fait, je me suis rendu compte que j'ai invité des techniciens qui étaient trop alertés par rapport à ce sujet. Et finalement, moi, je croyais qu'on allait tous être interloqués quand on allait voir ce rond-point à 600 000 ou quand j'allais dire que Macron coûtait 800 000 euros. En fait, tout le monde, j'ai l'impression que personne n'en a quelque chose à foutre. Moi, quand je suis désolé, bon après c'est pour ça que ce livre-là, c'est limite une bible, ça devrait être une bible pour les Gilets jaunes en tout cas, parce que quand on voit ce qui se passe ici et qu'on nous dit, et quand on demande par exemple à Macron de faire des économies, moi je prends même pas. Je suis même pas de droite ou de gauche quand je dis ça. Je me rends juste compte d'un problème en tant qu'observateur. Je vois des gens dans la rue tous les samedis qui demandent de l'oseille et le président lui dit qu'il n'y a pas d'oseille alors qu'on se retrouve avec des statues super bizarres sur des ronds-points, l'arbre de l'art. Bilal, tu peux envoyer les photos s'il te plaît? Il va les mettre, vous allez les regarder. Donc juste pour que vous sachiez, c'était 40 milliards sur les 30 dernières années, c'est 2 milliards par an pour avoir ce genre de statue. Mets-le en plus grand s'il te plaît. Ouais, voilà. Juste Camille, une petite précision. Donc ça, il y a 1 an et demi à Contre et Associés, on a fait une grande campagne, un sondage auprès des internautes. On leur a demandé de lire les ronds-points les plus coûteux, les plus Oui, on a vu. Franchement, on a cartonné, on a fait, bref, tous les grands médias là-dessus. Les photos, Bilal. Et donc la photo qu'on a vue, c'est la photo qui est arrivée premier. En fait, alors je sais pas si, regardez, à votre avis, ça représente qui? Non mais c'est horrible. Ça reprète André Malraux. Donc en gros, André Malraux. Ouais, ça tient. C'est André Malraux. C'est André Malraux. Donc ça tient plus, on va dire, du masque vaudou. Il y a pas du Manji là-bas. Exactement. Alors pour la petite histoire, ça a été construit juste à côté. Alors ça faisait partie d'un projet d'une classe de 4e. C'est à Pontarlier dans le Doubs. Il y a un collège à côté et il y a une automobiliste, une maman du collège qui témoignait. Moi, depuis que ce rond-point, parce que ça fait des années qu'il a, depuis qu'ils ont foutu cette statue, moi je passe plus par là parce que ma fille elle a peur en allant à l'école. Vas-y. C'est pas ce qui a coûté le plus cher. Elle a coûté, je crois, 15 000 euros en dehors du rond-point, parce qu'il faut savoir que les ronds-points ils coûtent 200 ou 300 000 balles à chaque fois. C'est les chiffres que j'avais. Bilal, s'il te plaît, voilà. Donc voilà, vous avez ces jolis clous que vous pouvez apprécier. J'ai fait la même chose dans mon jardin. C'était totalement gratuit. Incroyable. Alors après, je veux bien qu'il y ait un budget à la culture. Il y a pas de problème. Vas-y, Ange, défile, Bilal. Défile les photos. Ça me dégoûte. Voilà, celui-là il est génial. Alors celui-là en fait ça c'est le cadran solaire de Perpignan. Ça c'est Charles de Gaulle ça. Alors en fait c'est un cadran solaire donc qui donne l'heure, mais pour lire l'heure il faut prendre un hélicoptère. C'est un truc hallucinant. Non, mais, et celui-là il a mangé un peu cher avec les Gilets jaunes parce que les mecs ont essayé de mettre le feu, etc. C'est ça parce que c'est ça que j'ai envie de dire. L'État a dépensé 40 milliards dans ce genre d'œuvres d'art. Ouais, l'État, les collectivités locales. Et le pire, ne pas appeler ça de l'art. Le pire, s'il te plaît, c'est ça. Le pire, c'est qu'ils foutent ça à Angoulême, à Perpignan. Alors déjà qu'à Paris, on n'est pas ultra connecté. Il faut vraiment aller à Saint-Germain-des-Prés dans les quartiers ultra bobos pour savoir qui en ce moment vend le plus cher ses tableaux. Mais ça, qu'est-ce que ça a à foutre par exemple à Angoulême? Angoulême, ils n'ont pas d'autres problèmes. Ça c'est Perpignan. Le précédent c'est Angoulême, c'est Perpignan. Non mais je les cite en général. Tu dis qu'il mais pas du tout. Pas l'art. Alors je vais te dire quelque chose. Je me considère pas du tout comme un plouk et je te dis la vérité. L'art ne me fait aucun effet. Je pense qu'on
on a exactement le même ressenti quand on voit ce masque ou ces clous, que ce soit les habitants. C'est pas de l'art, c'est de la merde. Oui, bah voilà. C'est de la merde. Et ben cette merde-là a coûté 40 milliards. Donc peut-être que là, Stan, ça t'interloque un peu plus quand on dit 40 milliards, parce que pour toi, peut-être qu'un million, c'est justifié. Le problème, c'est qu'en France, il y a entre 40 000 et 50 000 ronds-points et que chaque rond-point coûte entre 200 000 et 1 million d'euros. Ouais, alors donc on représente la moitié des ronds-points dans le monde. L'État se défend en disant que justement les ronds-points ont permis justement de sauver, d'économiser des vies, d'économiser des vies. C'est pas le sujet d'ailleurs. Pour que les gens comprennent, en France, on a 6 fois plus de ronds-points qu'en Allemagne et 10 fois plus que dans tous les États-Unis réunis. La moitié des ronds-points au monde sont en France. Il y a moins de morts. Et je voudrais une dernière précision. Ensuite, je vous laisse réagir. L'hôtel de région de Clermont-Ferrand, je sais pas si vous avez entendu parler de cet hôtel de région qui a coûté 90 millions d'euros, qui a été inauguré en 2014. Mais le bâtiment, alors là, je suis très content si je t'en apprends une. Le bâtiment devait abriter le conseil régional d'Auvergne. Mais finalement, avec le redécoupage des régions, c'est parti à Lyon. Voilà, et donc les édiles d'Auvergne se sont refusés à vendre l'édifice ou à déplacer les 400 agents régionaux qui y travaillent actuellement. Et une partie des locaux reste désespérément vide. Exemplaire. Pour parler un petit peu des collectivités locales, ça c'est exemplaire de ce qu'on nous a vendu comme étant la fusion des régions. On nous a promis 10 milliards de... Il t'a volé, putain. On nous a promis... Et il est pas arabe, il a volé. On nous a promis 10 milliards d'euros d'économie. Et en plus, il écrit des livres. À moyen terme. Résultat, il y a eu un rapport de la Cour des comptes il y a quelques semaines. Pour l'instant, ça va coûter au minima 300 millions d'euros parce qu'effectivement, il y a ce cas-là. Je peux expliquer, mais je pense pas que tout le monde ait compris. Alors, les régions, en fait, on en avait 22, donc on a mixé 13. On a mixé, je sais pas, Poitou-Charentes, c'est devenu une Nouvelle-Aquitaine avec. On a fusionné les régions pour faire des économies et au final, ça nous coûte plus cher. Ça coûte plus cher, ouais. Parce qu'il y a. plus court. Parce que par exemple, il s'est passé des choses. Par exemple, une région dans laquelle les fonctionnaires de la région étaient payés 10 et ceux de la région d'à côté qui étaient payés 15, quand ils ont fusionné, évidemment, on n'est pas allé vers en bas, quoi. On n'a pas fait une moyenne de 12,5, quoi. On a payé ceux qui étaient à 10, 15, donc ça a créé des dépenses de fonctionnement supplémentaires. Il y a ces histoires, effectivement, d'hôtels de région qui sont trop petits, dont les mecs ils sont obligés de louer des salles. Par exemple, à Montpellier, ils louent une salle dans un parc des expositions, 140 000 € la séance, parce qu'il n'y avait pas la place de mettre tous les élus, etc. Je vous donne un autre chiffre et ensuite je te laisse parler, Raphaël. Alors en 2018, les charges, par exemple, du palais présidentiel ont augmenté de 7%, donc un trou de 5,7 millions en plus. Parmi ces dépenses, alors donc 18 nouvelles voitures, par exemple, 680 000 €, une moquette à 300 000 balles. Donc je veux bien. Je veux bien. J'ai une amie qui l'a vu, m'a dit que c'était pas terrible pendant les journées du patrimoine. Attends, elle était dégueulasse, donc la nouvelle. Elle est dégueulasse, c'est à 300 000 balles. Donc voilà, enfin, quand tu fais l'addition de tous ces différentes petites dépenses, on peut vite arriver dans les 70, 80, parfois même 100 milliards, selon les études. Millions. De quoi ? Sur les petites dépenses comme ça, on n'arrive pas à des milliards pour l'État. Ah non, mais je te parle de toutes. Tu parles des ronds-points, de tout, du budget en entier, différentes études. Vous, par exemple, chez Associés, contribuables et associés, vous avez réussi à chiffrer combien en termes de gaspillage? C'est impossible à dire. Ouais. Franchement. C'est tellement énorme. Moi, je me suis dit, je vais prendre tous les gaspillages qui auraient alors sachant que c'est un machin, il aurait pu faire 500 pages. Et puis, je l'ai pas fait. Mais oui, ça se chiffre. On nous dit, moi, ce que j'ai vu, c'était 80, entre 80 et 100 milliards. Moi, je voudrais revenir aussi sur des dépenses dont on n'a pas parlé. Des dépenses dont on n'a pas parlé et qui, en fait, qu'on appelle les projets inutiles et imposés. D'accord. Les grands chantiers, par exemple. Exactement. Par exemple, il y a toute la question, par exemple, de ce qu'ils voulaient faire au Triangle de Gonesse, en faisant en fait un truc où il y a une piste de ski, etc., qui c'est d'abord en plus socialement et écologiquement absurde. Et il y a la question, par exemple, nous dans le 13e, on a un truc qui s'appelle l'incinérateur d'Ivry. Ils veulent en fait faire une énorme déchetterie, en plus un problème de santé publique, à coût de 2 milliards d'euros qu'on donne à Suez. Voilà. Il y a la question des JO. Parlons-en. C'est une catastrophe. Tout à fait. 6,6 milliards en fait d'euros. Est-ce qu'on a besoin en fait d'avoir des JO? Ça, c'est un budget prévisionnel. Alors attends, ça va faire le double. Oui, mais ça va rapporter. Voilà, moi je mets ça dans Walou, on est d'accord. Ça va être de la perte. C'est vraiment une pub pour les pays qui sont riches, ça, généralement. Ça n'a jamais été quelque chose de bénéfique. Oui, de rentable. Il y en a eu un dans l'histoire. Los Angeles, c'est le seul parce qu'ils ont fait des goodies. Ils ont vendu des milliards de goodies, donc ils ont réussi à gagner du pognon sur les JO. T'as pris de l'oseille là-dedans parce que tu m'as l'air bien renseigné. Alors c'était en 92, j'avais 3 ans. 3 ans avec franchement, ça et surtout, ça pose la question démocratique. J'allais dire avec le pif que t'as, j'ai eu peur que ce soit mal interprété. Non, je parlais de pif au niveau du business. Très bonne remarque de
Raphaël Camille. Pas un très bonnet. Effectivement, il n'y a pas eu de référendum à Paris sur les JO. Alors qu'il y a eu sur rien. Oui, bien sûr. Il y en a eu dans plein de pays. Il y a les Suisses à Sion, ils ont refusé. Boston a refusé. Il y a plein de bleds. En France, on a parce qu'on allait refuser. Non, mais de toute façon, oui, voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Macron aujourd'hui, il a été élu. Enfin, on voit qu'il y a des gens qui sont. Non, mais on voit des gens dans la rue. On voit des gens dans la rue tous les week-ends. C'est pas pour autant qu'il change sa manière de faire. Au contraire, on l'a dit tout à l'heure. Au lieu de réduire les taxes, il les a augmentées. Je voudrais vous parler de quelques taxes insolites. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que vous savez qu'on est taxé sur le porno, par exemple, en France ? Les films porno. Alors, donc en France, une taxe est prélevée sur chaque film porno loué ou acheté. Oui, parce que le porno est pas légal. Voilà, afin de financer le Centre national du cinéma. Le CNC. Alors vous savez qu'il y a une taxe sur le soda aussi. Oui, ça, dans, c'est nouveau, dans plusieurs pays. voilà, exactement, le Portugal, la Belgique, le Mexique. Alors, ça dépend. La semaine dernière. Alors attends, la semaine dernière justement, on faisait une émission sur que contiennent nos aliments et on voyait les différents émulsifiants, additifs, etc. qui sont validés par l'intermédiaire du Nutri-Score, qui est l'élément d'évaluation de l'État. Donc il n'y a aucun problème pour rendre malades les gens, vendre du coca, et puis derrière, en plus de ça, on met des taxes là-dessus. Et en plus de ça, si je me permets juste, je ne vais pas être très long, c'est le débat qu'il y a en fait. C'est est-ce que c'est la norme qui règle le problème ou c'est voilà, exactement. Est-ce que c'est normal de dire aux gens, salissez-vous votre santé, et puis nous, par contre, en retour, on vous prend un petit peu d'oseille. Une autre taxe, donc c'est sur les piscines, vous la connaissez. Il y a une taxe sur les remontées mécaniques, les taxes sur la photocopieuse en France depuis 1976, et elle rapporte à peu près 30 millions d'euros par an. C'est pas des légendes. Hein. La taxe sur le Nutella par rapport à l'huile de palme. Mais tout est taxé, de toute façon, il y a une taxe sur l'eau minérale. Depuis 1920, taxe sur les SMS qui sont surtaxés aussi. Donc, quand vous votez pour, pas du tout, quand tu votes pour Miss France ou parce que tu regardes pas Secret Story, c'est pour ça, tu regardes ni Miss France ni. Voilà, une taxe sur les navettes maritimes. Enfin bref, on a plein de petites taxes qui sont cachées. Il y a des taxes sur le shit et la coke. Comment ça? Bah, je sais pas, c'est mon cousin qui m'a dit, moi. Après, Merci. Ce qu'il vous raconte. Donc voilà, il y a plein de petites taxes. Et puis maintenant, ce que j'aimerais aborder, parce que voilà, c'est parti très très vite, et j'aimerais qu'on parle des solutions. On parle des solutions avec toi, Christophe. J'aimerais que tu nous dises quelles seraient les solutions là tout de suite factuelles et effectives que pourrait faire, parce que justement vous êtes un mouvement philosophique, donc vous conseillez certaines choses. Qu'est-ce que tu conseillerais toi demain à l'État pour que justement ils arrivent en tout cas à faire moins de gaspillage? Alors, à l'inverse de Macron, comme tu le disais tout à l'heure, je pense que la première chose à faire, c'est décentraliser au niveau institutionnel. Donc, j'ai l'air de répondre à côté parce que je réponds pas. Non, on a très bien compris avec ce qu'on s'est dit avant. Voilà, histoire que, en fait, on ait des ensembles politiques qui soient plus petits. L'idée est un peu schématique, hein, mais avec des hommes politiques qui décident de l'impôt, de la nature, pourquoi il avait un impôt. Par région ou par ville? J'ai même pas envie de donner la réponse, c'est juste imaginer le principe. Donc, décentraliser en responsabilisant, parce qu'on a fait une décentralisation, aujourd'hui les élus sont responsables de rien. Donc une vraie décentralisation, c'est-à-dire que l'ensemble, disons la commune, qui a le pouvoir de lever l'impôt et qui décide de cette dépense-là, donc tout le monde comprend les sommes, de quoi on parle, etc. Et tout le monde voit pourquoi il donne de l'argent, que c'est pour son école, la piscine, pas la piscine, etc. Il y a un débat fécond, ça fait peut-être un peu se taper dessus les gens, mais au moins ils décident ensemble de ce qu'ils font. Bon, voilà, je pense que ça nécessite une première réforme institutionnelle avec une autonomie fiscale pour les collectivités, par exemple les communes. Je pense que déjà rien qu'avec ça, on est juste en train de permettre à beaucoup plus de gens de pouvoir parler de ces sujets et d'avoir une emprise sur ces sujets. Parce que là, aujourd'hui, c'est rien du tout contre toi, contre les sujets, etc. Mais on parlait de choses qui... Enfin, évidemment que c'est choquant, tous ces chiffres. Mais c'est pas en se disant « Ah, putain, c'est affreux, et la Brigitte Macron, etc. » qu'on va résoudre... Non, bien sûr, on est d'accord, mais on exemplarise. Parce que je reviens toujours à cette histoire de Gilets jaunes qui est quand même frappante et qui est présente tous les week-ends chez nous en France et qui demande justement, en tout cas, de faire des économies ou d'aider un petit peu plus les Français qui sont socialement dans le besoin. Et la réponse c'est non, il n'y a pas d'argent. Garen, quelle serait ta solution? Toi, par exemple, est-ce que tu penses que, par exemple, l'État est laxiste? Est-ce qu'il y a un laxisme par rapport aux dépenses publiques? On l'a vu, oui, on l'a vu. Et je te pose cette question et je vais t'en poser juste une autre après, vas-y. Mais oui, bien sûr, l'État n'est pas laxiste, il dépense son pognon n'importe comment. Mais en fait, est-ce qu'on a 2 minutes ou pas? Oui, bien sûr. C'est Friedman qui expliquait qu'il y a 4 moyens de dépenser son argent. Soit tu dépenses ton argent pour toi, dans ce cas-là, tu fais attention au coût et à la qualité. Soit tu dépenses ton argent pour quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, tu fais attention au coût, mais pas à la qualité.
soit tu dépenses l'argent des autres pour toi, dans ce cas-là tu fais attention à la qualité et pas au coût, soit le pire, tu dépenses à rien même je crois. Quand tu dépenses l'argent des autres pour les autres, et dans ce cas-là tu fais attention ni à la qualité ni au coût. Et c'est l'État qui prend le pognon des gens, qui le redistribue, qui fait n'importe quoi, mais ils s'en foutent. Parce qu'en fait ils ont pas ce qu'on dit en anglais skin in the game. Leur vie n'est pas en jeu. Leur vie n'est pas en jeu. Ils les dépensent. Oui, je mets 1 milliard là-dessus, 2 milliards là-dessus, ils risquent rien. Donc c'était la deuxième question que je voulais vous poser un peu à tous. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, quand on voit l'affaire de Rugy, quand on voit l'affaire Fillon, quand on voit tous ces gens qui nous disent qu'ils n'ont jamais rien volé, bien sûr, ou qu'ils n'ont jamais rien détourné, est-ce que vous pensez que la sphère politicienne aujourd'hui, elle est déconnectée de la vie citoyenne? Parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Pas forcément. Jean-Baptiste, juste après Christophe. Pas tous les élus en tout cas. Il y a un autre aspect des choses aussi on tape beaucoup sur les élus là, mais il y a tout un monstre caché qui est le monstre froid de l'administration et des hauts fonctionnaires qui sont les vrais patrons de ce pays en fait. Parce qu'un politicien il passe, le haut fonctionnaire il est là pour 20-30 ans et c'est une caste. C'est des mecs, ils ont grandi dans les mêmes écoles, c'est endogame, voilà, c'est des dynasties républicaines et c'est eux derrière qui tiennent le truc. Après, une remarque, on pourrait parler énormément, j'ai tout un listing de réformes potentielles, mais je voudrais dire que la balle est dans notre camp aussi. Et que on tape sur les décideurs, mais l'électeur aussi est vachement responsable, ou le citoyen, parce que c'est le citoyen qui va demander une médiathèque dans son village, alors qu'il y en a une à 2 km, un village à côté, etc. Si on veut réduire les gaspillages, si on veut réduire les dépenses publiques, il faut aussi que le contribuable moyen se responsabilise et dise on peut pas avoir droit à tout non plus, quoi. Ou du moins, alors si tu veux, tu payes, quoi, mais pas avec l'argent des autres. Raphaël, vas-y. C'est pas tous pourris. Déjà, c'est ce que je redis. Et puis après, la question, c'est effectivement quel type d'institution politique. Il faut changer de fond en comble. Et y compris la représentation politique pose problème aujourd'hui. Et là aussi, c'est une des revendications en fait, de ce qu'on a vu dans la question des Gilets jaunes. C'est parce qu'en fait, les gens se rendent compte que ceux qui voient au Parlement, majoritairement, en tout cas sur la coloration que ça représente d'un point de vue social, d'un point de vue plein de choses, ça ne représente pas la société. C'est là où le bas blesse et je pense qu'il faut changer. Après, j'aime beaucoup la France Insoumise et j'adore les Gilets jaunes aussi, il n'y a pas de problème. Demain, mettre des gens lambda du peuple à l'Assemblée nationale, je suis pas sûr je suis pas sûr que ça... on a des députés, on a quelques députés quand même qui sont ouvriers, qui font le boulot, qui vont s'intéresser aussi à la vie politique. Moi je pense qu'en fait, parce que là justement, sinon en fait on n'est plus dans une démocratie, on est plutôt dans un truc où ce sont les élites qui se reproduisent, etc. Au niveau des institutions. Mais la démocratie directe permettrait ça justement. Je pense, mais moi je suis pour la démocratie directe. Et je pour suis voter de chez toi, mais pas pour voter pour les autres. Mais je pense un processus constituant, ça existait dans d'autres pays, etc. C'est des choses qui permettent justement au peuple de faire irruption. Vas-y Christophe. Peut-être juste, j'introduirai une nuance sur la démocratie directe. J'ai un peu peur, je suis pas un spécialiste, mais de la démocratie directe à grande échelle. Parce que si on se retrouve, c'est pas une question de catégorie sociale des parlementaires ou des députés qui sont élus, mais si on se retrouve avec quelqu'un qui connaît rien à la politique, qui arrive comme député, qui va diriger les débats derrière, qui va diriger ce qui va se passer, c'est cette administration dont on parlait. Donc il faut quand même un certain niveau de compétence. Et je veux bien de la démocratie directe si c'est local en fait. Mais je pense qu'on se trompe en disant allez, on va tirer au sort 577. C'est pas une question de tirage au sort. C'est une question qu'il faut une assemblée représentative. Voilà, c'est ça en fait que ça s'appelle. Mais ça demande une révolution copernicienne dans notre pays. Moi, quelles que soient nos idées, je pense qu'on est tous d'accord ici qu'il y a un gros souci en France, que les politiques ou ceux qu'on appelle les politiques manquent de courage. Et c'est vrai qu'on est la veille dans ce pays on sait pas quoi, peut-être le pire. Il surgira peut-être un ou le meilleur. Bien sûr. Ou le meilleur. Vous parlez en tout cas, 5. il faut que ça peut pas durer, quoi. Vous parlez de ce qui va se passer le 5. Le 5 et puis dans les années qui viennent. D'ailleurs, on fait une très grosse émission la semaine prochaine en vue des différentes manifestations. Voilà, on aura les principaux. Les principales personnes concernées, en tout cas au niveau de la SNCF, des Gilets jaunes, etc. Parce qu'elle va revenir parce qu'il n'y a pas de transport. Donc ouais, ça c'est incroyable et je vais en parler la semaine prochaine justement de ça. La dernière question, et puis on va finir là-dessus. Est-ce que vous pensez que dans cette République, parce que moi c'est une question que je me suis sincèrement posée, est-ce que dans la 5e République, est-ce qu'on peut vraiment faire bouger les choses ou est-ce qu'il faut une vraie révolution et qu'il faut changer toutes les institutions? Vas-y Karen, vas-y, je pense qu'on peut. Je pense que la 5e République a été créée pour le général de Gaulle et il suffit en fait d'avoir un homme qui a les épaules du général de Gaulle. On n'a eu que des nains après. S'il y avait un vrai grand président réformateur qui arrivait, avec la 5e on peut tout faire. J'adorais cette phrase. Je suis entièrement en désaccord. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait je pense que la 5e République, elle a été construite justement dans un contexte particulier
taillé à un homme particulier. Donc le contexte de 58, juste pour rappeler, c'était pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Voilà. Donc c'était dans un contexte particulier. Je pense que la Ve République, ses codes, son côté monarchique, etc., n'est plus du tout adapté à la société d'aujourd'hui, qu'il faut refondre justement une Sixième République qui soit plus démocratique, plus sociale. Pour faire une réponse entre les deux, je pense que les idées, c'est très important. Toujours entre les deux, toi. On n'aura pas un nouveau général de Gaulle. Pourquoi pas, après tout, dans le cadre de la Ve République, s'il a effectivement des bonnes idées et un bon entourage, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé des principes, des façons de réformer très bien. Je ne crois pas providentiel, mais j'y crois pas non plus. Moi, je te demande si c'est possible avec ces institutions-là. Est-ce que c'est possible de changer les choses ou pas ? Selon toi, oui. Mais moi, j'appelle à ce qu'on change les institutions. Mais je pense que oui. Enfin, il ne faut pas incriminer non plus les institutions pour les institutions. Jean-Baptiste ? J'aurais quelque chose à dire. Achetez mon livre. Voilà. Regardez, voilà. Et vous allez avoir la réponse à cette question. Stan ? Non, je suis pas sûr que ce soit qu'un problème d'institution, justement, et je pense que c'est aussi une question de volonté, une question de gestion de budget, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui. Les budgets qui sont votés, ils sont choisis ils sont votés aujourd'hui, on pourrait très bien les changer, on pourrait mettre d'autres choses, etc. Donc je pense que c'est pas qu'un problème d'institution, et mettre tout sur le dos et tout mettre sur le dos de la Ve République, c'est un peu facile, et je pense que c'est un peu aisé. Ok, bon, merci beaucoup à tous. On va se dire au revoir juste après. Malik, j'en ai rien à foutre. Non, mais si on peut résumer, en fait, c'est tous des enculés. C'est bon. Alors, je peux dire un dernier mot. Non, vas-y. Merci. Rends l'argent, putain. Voilà, c'est fini, c'est tout. Les gars, je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour la 4e B du collège André Gide à Pontarlier. Bilal, est-ce que tu peux le remontrer, s'il te plaît, Oh, Madame Suzek, vous avez fait un super boulot. André Malraux, hein. Oh là là, vous avez collaboré avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou ça se passe comment? C'est exactement ça, ouais. Oh là 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 là. Ça y est, hein, on l'a atteint, le point Godwin. Tu peux pas t'en empêcher, hein. Faut toujours que tu parles des musulmans. Sérieusement, putain, Stan, quand tu parles, j'ai envie de te prendre par les joues comme ça. C'est genre... Et en fait, parfois, je t'imagine dans un Planet Rap, comme ça, juste avec un survêt de Chelsea. Mes potes, ils ont fait un montage de moi en Planet Rap ici. Putain, bah voilà, j'avais pas de chute, merci. Je voulais juste dire ça. Non, mais j'avais pas envie de parler de pognon ce soir. Je sentais que j'allais faire un beat comme d'habitude, puis j'avais la flemme, mais la flemme, c'est terrible. Puis à un moment, j'ai été d'accord avec Garen. Bon, quand il a éternué, c'est mais j'étais d'accord avec lui. J'étais d'accord avec les think tanks. On va en reparler, hein, la weed, tout ça. La République, c'est lui. Malik Amraoui. J'ai tellement pas de texte que je pourrais faire des bolasses enflammées sur ce plateau, ce serait tellement plus intéressant. Alors c'est génial, hein, de faire une émission sur l'argent avec que des gens au RSA et un étudiant boursier. Les gars, ils parlent de milliards, ils ont même pas un billet de 5 sur eux. Je prends les paris. C'est vrai. Bon, en vrai, le seul truc cool, c'est on parle de pognon, mais il n'y a pas une gonzesse. Alors moi je veux bien, hein, ça me gêne pas, on assume, hein, allons-y. Mais en vrai, la vraie personne qu'on avait envie d'entendre ce soir, c'est Lola. Bon allez les amis, n'oubliez pas, Internet c'est bien, l'école c'est mieux, et pour le reste, bon, on s'en bat les couilles, bordel. Merci Guitou, merci beaucoup. Bon les amis, oui, vas-y. Il lâche pas, c'est incroyable. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit que l'immigration coûtait 80 milliards par an. Ouais. C'est le rapport Posokov de 2012. C'est quoi Posokov? Ça s'appelle le rapport Posokov. Mais c'est quoi Posokov? C'est un rapport où ils expliquent que l'immigration... Un rapport d'État? Oui, non pas d'État, des chercheurs. Voilà, merci. De chercheurs. Des chercheurs. C'est un rapport de chercheurs. De chercheurs. Tout le monde a cherché. Les gens vous pouvez taper le rapport Posokov. Est-ce que c'est des chercheurs qui étaient vivants entre 39 et 45? Je te demande. Je dis juste pour que les gens puissent vérifier par eux-mêmes, pour pas qu'on dise que je dis des chiffres au hasard. Oui, bien sûr. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup, Garen. C'est dommage, parce que voilà, on n'a pas pu aborder tous les sujets, mais c'est toujours la même chose. Raphaël Knouch, France Insoumise, merci beaucoup. On te soutiendra pas à tes prochaines élections, sois-en sûr. Christophe Selzer, Think Tank. Yes. On y est presque. Attention, parce qu'on pourra t'attaquer bientôt, parce qu'on a l'impression qu'on imite les Chinois quand on dit nos partis politiques. Et tu sais qu'on peut plus rien dire, donc fais gaffe. Malik, donne des conseils à Christophe. Continue. Manage-le au niveau de la com. Stan, je te souhaite de te rétablir. Et tu vois, je pense que ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport sur la malbouffe. La malbouffe, je pense que c'est ça qui t'a foutu totalement pas très trop de légumes, je pense. C'est toujours du bouffer de la belle viande. Garen, change.
Vraiment. Il y a des gens qui ont dit change pas, change et tais-toi. Et Jean-Baptiste, je ferai aucune vanne parce que je respecte beaucoup ce que vous faites et le livre qui a été écrit. Je vous dis merci beaucoup, c'était Salade Tomate Oignon et comme d'habitude, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Ciao les gars. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Salade Tomate Oignon, l'émission qui découpe l'actu. Présentée par Camille Abderrahmane.